Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Cet épisode d'Into the Wind est encore et toujours soutenu par Carver, fidèle partenaire de ce podcast depuis l'été 2018. Pour eux, comme pour les équipes techniques et les marins qui sont en train d'en finir avec le Vendée Globe, c'est l'heure du débriefing. C'est grâce à ces échanges permanents avec les coureurs depuis plus de 15 ans que Carver conçoit et développe des produits fiables et performants qui équipent les 2/3 de la flotte en emmagasineurs, hooks, bloqueurs et poulies. Des produits comme le nouvel emmagasineur KF Carbon Kevlar qui a passé avec succès le test du Vendée Globe à bord d'Apivia, des produits donc désormais disponibles pour tous les marins, plaisanciers ou régatiers. N'hésitez pas à passer voir l'équipe Carver dans son showroom de Lorient-la-Base, installé à quelques pas des bureaux de Tip & Shaft. Bonjour Christian Dubar. Bonjour. Eh bien merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. Nous sommes dans ton bureau, dans une zone artisanale à côté d'Auray, à proximité immédiate de la RN 165 qui structure toute notre Bretagne Sud. On a éteint les téléphones, mais toi, tu as eu le droit de garder ton téléphone ouvert puisque tu es le météorologue officiel du Vendée Globe, que le Vendée Globe n'est pas terminé et qu'on peut encore faire appel à tes savoir-faire. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que justement d'être l'officier météo nord, le météorologue ou le prévisionniste officiel d'une course comme le Vendée Globe qui est en train de toucher à sa fin, hein. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as gardé ton téléphone allumé pendant plus de 2 mois et que tu es tous les jours la tête dans les fichiers à suivre les bateaux de presse. Ça veut dire quoi d'être météorologue du Vendée Globe ? Alors, sur le Vendée Globe, on a plusieurs rôles. Donc, on a travaillé à 2 avec Sébastien Josse. Il y a d'abord la production d'un bulletin météo le matin que les coureurs regardent probablement un petit peu, mais pas tant que ça, puisqu'ils ont toutes les données météo qui arrivent sur les bateaux. Mais c'est beaucoup de la surveillance aussi. Donc, on regarde un petit peu les conditions que vont avoir les bateaux. Où est-ce qu'il va y avoir du mauvais temps, du beau temps, où est-ce que ça va ralentir, où est-ce que ça va accélérer, où est-ce qu'il y a des dangers aussi pour les bateaux. Alors, cette année, les coureurs naviguent plutôt très, très bien et on n'a pas beaucoup de choses à faire. En fait, ils évitent par eux-mêmes le gros temps. Et puis, quand il y a un bateau qui a un problème, on accompagne ce bateau-là. Donc, quand Isabelle a eu des problèmes, par exemple, on la suit de plus près. Joschke, ouais. Isabelle Joschke, ouais, tout à fait. Donc, quand elle a un problème, on suit de plus près, on l'aide. Donc là, elle est plus en course. Et donc là, on peut l'aider, on peut lui amener une assistance. Et donc, à partir du moment où un bateau n'est plus en course, on essaie de lui amener une assistance pour rejoindre un port ou faire en sorte que les choses se passent au mieux. Oui, là, quand elle a eu son problème de quille, il fallait pas qu'elle rentre directement. Elle a dû contourner une petite zone et finir à Salvador de Bahia, alors qu'il y avait des ports éventuellement plus près, mais c'était ce que les routages conseillaient, donc quoi. L'objectif, c'était de naviguer le moins possible au près, donc plutôt au portant, surtout dans le vent fort, parce que la quille se promenait, donc il fallait pas qu'elle vienne casser le bateau. Et après, on a eu des missions un petit peu plus importantes, on va dire, donc comme Kevin Escoffier, le naufrage de Kevin. Et donc là, il y a tout un calcul de dérive à faire dans la nuit, définir les zones de recherche. Et donc ça, c'est un travail qu'on fait avec la direction de course. Donc on était connecté en permanence avec la direction de course. Donc un petit peu de stress, forcément. Quand on définit une zone, on espère qu'il est bien dans la zone. Et donc c'est vrai que quand on a appris à 2h15 qu'il était sur le bateau de Jean, ça a été un gros soulagement. Toi, physiquement, t'étais dans ce bureau-là, t'étais pas au sable. Physiquement, j'étais ici et je me reposais sur le divan qui est juste derrière. Voilà, il y a un canapé gris qui effectivement a dû peut-être connaître quelques nuits blanches. Voilà, tout à fait. Ouais. Comment vous gérez justement le fait de surveiller la météo pour la flotte et je sais pas si Jacques Carès, tu lui dis écoute, là il y a une grosse prune qui est en train d'arriver et puis tu as 2 coureurs qui l'ont peut-être pas vu, qui sont peut-être pas allés de ce côté-là. Est-ce que vous pouvez quand même les prévenir ? Est-ce que alors le débat sur les frontières d'assistance est toujours un petit peu permanent sur le Vendée Globe, mais du coup, de ton point de vue à toi de météorologue, comment ça se joue ? On a une réunion qui a lieu tous les matins, donc c'est à 8h tous les matins avec la direction de course. Donc on regarde les bateaux qui pourraient être en difficulté dans les 2, 3, 4 jours, parce qu'il faut anticiper quand même toujours ces situations-là. En général, on voit que les bateaux suivent des trajectoires, qu'ils ont bien intégré le fait que le vent va être, ou la mer, parfois c'est pas le vent, mais ça peut être la mer, va être mauvaise. Et si on pense qu'il pourrait y avoir un problème, on peut attirer l'attention, on va dire, du coureur ou de son team manager pour... T'as vu la grosse prune qui arrive ? Voilà, comme c'est ça, ouais. Mais là, s'il te dit non, bon...
Voilà, alors, en général, ils l'ont toujours vu, mais ils n'ont peut-être pas fait attention à l'état de mer, par exemple. Donc, ils ont peut-être vu qu'il y avait des rafales à 50 nœuds, mais ils n'ont peut-être pas vu qu'il y avait 8 mètres ou 9 mètres de creux ou des choses comme ça. Mais honnêtement, cette fois-ci, il n'y a pas eu de problème. Hein. Je pense que la météo a progressé, donc les données que les coureurs reçoivent ont progressé. Il y avait moins de problèmes de débit sur les bateaux, puisqu'il y a eu des partenariats qui font qu'ils avaient un accès Internet assez facile et pas trop coûteux, donc ils pouvaient charger beaucoup de données. Et puis les coureurs ont progressé aussi, je pense. Hein. Donc le tout fait que tous les coureurs, du premier au dernier, ont plutôt très très bien géré leur météo, ont fait des belles trajectoires et ont bien géré les coups de vent, ont su attendre quand il fallait attendre. Tu travaillais aussi sur le Vendée Globe précédent ? Alors Ouais, peut-être pas la même position, je me souviens plus. J'ai travaillé sur le Vendée Globe 2016-2017 et sur la Volvo Ocean Race aussi. Oui, alors du coup, je faisais référence au Vendée Globe plutôt pour te demander si tu avais vu les coureurs progresser d'une édition sur l'autre. Oui, on peut dire que les coureurs ont progressé d'une édition sur l'autre. Ça fait rire. Non, mais je vais pas donner de nom ou de bateau, mais on peut dire quoi. En tout cas, la flotte de 2020-2021 était vraiment... Tous les coureurs, encore une fois, du premier au dernier, naviguent vraiment bien. Quoi. D'accord. Donc, par exception, il faut comprendre que la promotion précédente avait un niveau moyen un peu plus faible, quoi. Ouais, il y a pas beaucoup, mais il y a peut-être quelques coureurs qui partaient avec un peu moins d'acquis, on va dire. Est-ce que on a pas mal discuté pendant la course, est-ce que la qualité des prévisions météo, notamment dans les zones où les marins vont peu, donc dans le Grand Sud, est-ce que la qualité de cette météo-là a évolué aussi d'une édition sur l'autre ? Alors, la qualité des données a beaucoup évolué. Alors, si on revient 25 ans en arrière, Jerry Roof, on voyait même pas que les dépressions arrivaient. À partir des années... Juste, hein, Jerry Roof, c'est le concurrent canadien qui a disparu dans le Grand Sud dans l'édition 96-97. Hein. Tout à fait. Et à partir de 2007-2008, les données satellites ont commencé à être intégrées au modèle. Et là, les modèles ont beaucoup progressé, puisque finalement, on a des zones où il y a très peu d'observations. On avait bien des images SAT, mais on n'avait pas le vent mesuré par les satellites qui étaient intégrés dans les modèles. Et à partir du moment où ces données-là ont été intégrées, les modèles ont fait un grand bond, hein, ça a bien progressé. En plus, ces données sont plutôt de qualité, puisqu'on n'a pas de terre, donc on n'a que de l'océan, donc on a des grandes zones avec des mesures qui sont faites. Et puis depuis 2008, ça a continué à progresser. Alors on a toujours un petit problème qui est le modèle européen, donc là c'est un petit peu technique, mais il y a deux grands modèles qui sont les modèles américains d'un côté et le modèle européen de l'autre côté. Le modèle GFS et le CEP. Voilà, CEP pour Centre européen de prévision. Le modèle américain est gratuit et donc disponible pour les concurrents avec une bonne résolution. Et le modèle européen n'est pas toujours meilleur sur le long terme, mais il a une meilleure résolution sur le court terme. Et donc quand il y a des zones de transition, des zones un petit peu compliquées, il s'est avéré quand même plus précis. Mais il est payant. Mais il est payant et surtout on n'a pas le droit de l'avoir sous un format GRIB qu'on peut ingérer dans les logiciels de navigation. Et donc il faut que ça soit crypté. Enfin, c'est très cher, et deux, il y a toute une logistique de cryptage, etc. Et donc, malheureusement, tous les coureurs n'ont pas eu les moyens pour se le payer. Quoi. Ouais, et il est devenu très cher récemment. Hein, les tarifs ont explosé. J'ai pas tout suivi, mais je sais qu'à une époque où moi je courais, le CEP était beaucoup plus accessible financièrement parlant. Donc, ça a été l'un des grands débats des spécialistes ces derniers mois. Quoi. Ouais, c'est devenu compliqué à partir de 2018. Enfin, vraiment très compliqué à partir de 2018, parce que le Centre européen a changé de politique sur la diffusion de ces fichiers au format GRIB. Ouais. Et donc, du coup, quand vous entendez les coureurs dire les modèles ne sont pas d'accord, ça veut dire qu'ils ont fait un routage avec le modèle américain, ils ont fait un routage avec le modèle européen, et que les trajectoires sont assez différentes. Ouais. Alors après, ils utilisent aussi les modèles probabilistes. Donc là, ça devient assez technique, mais pour un modèle qui sort, il y a 50 modèles européens et il y a 20 modèles américains. Et donc, il y a quelques coureurs qui utilisaient ces modèles probabilistes, à la fois européens et américains. Et donc ça donne une tendance sur le long terme. Donc c'est intéressant, par exemple, quand on passe le Cap Horn, de voir un petit peu toutes les routes qu'il peut y avoir jusqu'à Recife. Alors ça correspond, pour faire simple, à l'indice de confiance qu'on peut avoir quand on regarde la météo à la télévision. Donc quand le prévisionniste vous dit qu'il va faire beau avec un indice de confiance de 2 sur 5, il va pas faire beau. Ça veut dire qu'il va faire mauvais avec un indice de confiance de 3 sur 5. 3 sur 5. Donc il voit le verre plutôt à moitié plein. Mais voilà, c'est ces modèles-là qui permettent de faire un petit peu de probabilité. Alors on a aussi, toujours dans le Sud, on a entendu beaucoup de coureurs se plaindre sur le fait que les prévis n'étaient pas tout à fait conformes, enfin ce qu'ils voyaient sur l'eau n'était pas tout à fait conforme aux prévisions. Je crois, mais tu vas m'expliquer qu'il y a aussi un enjeu lié au confinement un peu généralisé, mondial, qui fait qu'il y a un peu moins de mesures de la météo.
que du coup, les modèles ont moins de données pour être nourris. C'est ça l'histoire? Oui, alors dans le sud, on a toujours les données qui arrivent des satellites et il y a très très peu de données qui arrivent. Il y a peu de bateaux et peu d'avions. Peu de bateaux et peu d'avions, donc ça n'a pas changé beaucoup. Alors peut-être qu'il y avait moins d'avions sur l'Atlantique et que donc ça peut avoir des répercussions sur le sud. Je pense aussi que les coureurs sont habitués à naviguer maintenant avec des modèles de très haute résolution en Manche, même quand ils vont faire 2 jours d'entraînement, ils ont des modèles arpèges, arômes, enfin il y a tout ce qu'il faut. Et donc ils se sont habitués à une résolution extrêmement fine et ils ont oublié quand même que dans le sud, on n'est pas à ce niveau de résolution. On n'a pas encore 1 kilomètre de résolution et donc voilà, il faut quand même s'adapter un petit peu. Voilà, c'est pour préciser un tout petit peu, ça veut dire que la maille, c'est la taille du carré dans lequel la prévision est faite. Et en Europe ou en France ou en Manche, par exemple, on arrive à des mailles très très fines qui sont les plus fines sont de... Donc on a un point, dans le modèle, on a un point tous les kilomètres. Voilà, tous les kilomètres. Alors que dans le sud, sur le modèle européen, on est tous les 9 kilomètres. 9 kilomètres, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et sur le modèle européen, on est tous les 22 kilomètres. Donc du coup, ils se sont habitués à leur maille d'1 kilomètre carré et effectivement, c'est moins fin et moins précis. Ouais. Mais bon, ça reste quand même pas mal. Et ce qu'on arrive à faire, par contre, assez bien, c'est de voir les vitesses des bateaux. Et donc à partir des vitesses des bateaux, on connaît aussi les avaries des bateaux, donc ça, on n'a pas le droit de les diffuser, mais au niveau de la direction de course, on connaît quand même un certain nombre d'avaries. Et donc on peut avoir une idée avec les caps, etc. C'est ce que la prévision correspond à la réalité du terrain. Après, ce qu'on a beaucoup de mal à évaluer, c'est l'état de la mer, et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très important, surtout sur les nouveaux bateaux. Donc on a des chiffres, évidemment, une modélisation de la mer avec les houles croisées, etc. Mais parfois, une houle croisée peut être gênante, et puis parfois moins gênante sur un bord, elle est gênante, et quand le bateau va en panne, elle sera moins gênante sur l'autre bord. Et donc ça, c'est vraiment le coureur à bord. Il y a beau avoir les chiffres, mais ensuite la perception et l'analyse qu'il va en faire est très très importante. Très bien. Alors tu vas nous raconter comment est-ce qu'on devient un routeur, mais tu as une vie très très remplie. On va beaucoup parler d'entrepreneuriat parce que ça a été aussi, c'est encore une partie de ta vie. Donc tu connais le flashback habituel qu'on fait dans Into the Wind. Donc on va repartir, dis-moi si je me trompe, en banlieue parisienne, dans l'ouest de Paris, dans les années 60-70. Ouais. Et à la base, tu commences à faire du bateau très très tôt parce que, alors t'as pas le profil du marin breton qui va faire de la voile olympique, t'as le profil des parents qui partent faire un tour du monde en bateau. Raconte-nous un petit peu comment tout ça commence. Ouais, tout à fait. Donc moi, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai jamais navigué, donc on n'a jamais mis les pieds sur un bateau. J'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans dans un accident de voiture. Et ma mère a vécu après avec quelqu'un d'autre, que j'appellerais mon beau-père, et qui nous a emmenés faire le tour du monde en bateau. On n'a pas fait tout le tour du monde, mais donc à l'âge de 14 ans, on est parti en bateau, donc mon beau-père, ma mère, ma sœur et moi. Et on a vécu 2 ans et demi sur un bateau jusqu'à ce que je passe mon bac à Tahiti en suivant des cours par correspondance. Donc là, il a bien fallu rentrer pour reprendre les études. Et donc, c'est de là qu'est venue la passion. Et vous avez vraiment fait le tour du monde ? Moi, j'ai fait le tour du monde jusqu'à Tahiti, enfin la demi-tour du monde. Et mes parents ont vendu le bateau donc à Singapour. Ah oui, d'accord. Donc, des zones un peu moins fréquentées par les tours du mondistes. Et donc, on naviguait à Les Ardrieux avant de partir faire ce grand voyage. Et la première course que j'ai faite, donc nous, on était sur un bateau de croisière, plutôt tour du mondiste, donc pas très performant. C'était quoi comme bateau ? C'était un Mikado, donc c'était une goélette, vraiment tout ce qu'il y a de plus croisière et pas course. Et c'était contre le grand-père de Yann Eliès. Il y avait le père de Yann Eliès et il y avait Yann qui est en poussette sur le quai. Et évidemment, on n'a jamais réussi à passer la marque de la Horaine parce qu'il y avait trop de courant. On est rentré après avoir attendu 2 heures contre le courant et puis donc son grand-père et son père ont gagné la course sur un bateau qui s'appelait Morbic 3, qui était champion du Rorc. Qui est une légende locale. Voilà, c'était la référence. Très importante. Ouais. Et donc ça, c'était ma première course et ça m'a donné le goût de la course. Alors après, on est parti en croisière, on est parfait pendant des années. Mais quand j'ai passé mon bac, donc je suis rentré en France, j'ai commencé mes études et c'est là que j'ai vraiment commencé à faire de la course. Et tout de suite, en fait, 2 ans parce que entre le grand voyage et la course, il y a une infinité de pratiques, quoi. La petite graine de Les Ardrieux a poussé pendant tout ce temps-là. Ouais, j'avais envie d'en faire. Alors, j'ai fait 2 années de prépa, donc là, pas de navigation. Et dès que j'ai terminé la prépa... Prépa HEC, tu vas faire une école de commerce. Ouais, c'est ça. et dès que j'ai intégré une école, tous les week-ends, tout le temps, je partais naviguer. Alors, j'ai trouvé les premiers embarquements en tant que navigateur, parce que à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien. Donc, l'objectif, c'était déjà de savoir où on était. Alors, on parle du début des années 80, grosso modo. Hein. Ouais, c'est à 81, 82, 83. Et donc, il fallait se retrouver dans le brouillard, il fallait savoir où on était.
Alors, c'est vrai que plus jeune, en croisière, j'aimais la navigation, donc j'avais fait ça. Et puis, on emmenait parfois, avant de partir pour ce voyage, un sous-marinier qui s'appelait Jacques Deroux, qui a disparu Pas en n'importe quel mer. sous-marinier. Voilà. Tu dis que c'était surtout un coureur au large. Un coureur au large, mais qui était aussi Officier de marine. officier de marine. Sur les sous-marins, à l'époque, il n'avait pas encore fait ses bocs. Alors voilà, il va participer à 2 box challenge. 2 bocs challenge, il va disparaître lors du deuxième au large de l'Australie. Et il fait partie, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, il fait partie de la bande qui a eu envie de ne pas s'arrêter aux escales du boc et qui donnera naissance au Vendée Globe quelques années plus tard. Voilà, tout à fait. Des fondateurs du Vendée Globe. Et donc, quand on l'emmenait, c'est lui qui m'a amené un petit peu de méthode dans la navigation. C'est-à-dire que c'est pas tout de faire son estime, etc. Mais il m'avait dit, si tu veux être rigoureux, c'est tous les quarts d'heure, et puis c'est pas toutes les 10 minutes, parce que tous les quarts d'heure, si tu rates un quart d'heure, tu fais une demi-heure, mais tu vas garder des pas de temps constants, ce qui fait que même dans ta tête, tu arrives à faire des règles de 3, tout ça. Puis, et il m'avait donné toute une méthodologie comme ça pour faire ma navigation, tenir l'estime. Donc quand on allait à Guernsey ou Jersey, il allait acheter son matériel pour son premier boc hors taxe dans les îles anglo-normandes. D'accord. Et voilà, c'est lui qui m'a apporté un petit peu cette goût pour la navigation au sens méthodologie, navigation à table à carte. Voilà, navigation à table à carte. Et que j'ai gardé après. Et donc, quand j'étais étudiant, je suis allé voir HP, parce qu'à l'époque, il y avait les premières calculatrices programmables. HP, il faut expliquer ce que c'est, quoi. C'est Hewlett-Packard, qui était le leader des petites calculatrices, et qui avait une calculatrice qui avait servi aux astronautes, qui s'appelait la HP 41, et qu'on pouvait programmer avec une petite carte magnétique, donc on pouvait mettre 50 lignes de programme, c'était pas beaucoup. Et donc, j'avais programmé ma petite calculatrice HP en optimisant mes lignes de programme pour tenir l'estime, et donc tous les quarts d'heure, je rentrais vitesse, cap, etc. Comme on l'avait appris. En fait, là, on voit déjà quelque chose qui te caractérise encore un petit peu aujourd'hui, c'est que ce côté un peu geek et goût pour les outils un petit peu d'avant-garde, quoi. Ouais, tout à fait. À l'époque, il y a très peu de gens qui font ça, ce que tu racontes là. À l'époque, en 81, encore 82, ouais, il n'y en avait pas beaucoup, ouais. Et puis donc après, ça m'a permis de trouver mes premiers embarquements. Et en fait, j'ai toujours été navigateur sur les bateaux par la suite, parce que je suis rentré par cette filière-là et j'y suis resté. Donc aujourd'hui, en fait, les outils de navigation sont assez démocratisés. Enfin, je veux dire, une tablette, un iPad avec un logiciel acheté sur le store à 40 € et on peut faire une navigation. On peut aller d'un port à l'autre sans problème. Mais à l'époque, c'était une compétence rare. À l'époque, c'était une compétence plus rare. Ouais. Et puis, dès qu'on allait au large, c'était le sextant. Donc, ouais. On avait les premiers sat-nav, donc en 83-84, là, sur les courses du Rorke. On avait les systèmes transit, on avait un point toutes les 6 heures, on trouvait que c'était... Puis à 1 ou 2 000 près, on trouvait que c'était magique. Après, il y a eu magique. le DK, je crois, si je me souviens bien. Et puis après, il y a eu le DK et il y a eu le Laurent. Voilà. Alors, une petite anecdote, et donc je dois beaucoup à une personne qui s'appelle Dominique Bourgeois, puisqu'en 83, j'étais parti, donc j'avais trouvé des embarquements, j'avais fait toute une série de courses, et je devais rejoindre des copains pour partir en croisière après, et je pense que si j'étais parti en croisière, j'aurais continué à faire de la croisière. Et je croise Dominique sur le quai de Saint-Malo, donc on venait de faire un mois ensemble sur un bateau. Et il me dit, mais tu veux pas continuer à faire les courses? Et donc, je n'ai pas réfléchi très longtemps, je lui ai dit OK. Je suis allé voir mes copains, j'ai dit, partez en croisière, moi je viens pas avec vous. Et puis donc, du coup, j'ai fait toutes les courses du Rorke, et puis avec Dominique et Jean-Michel Carpentier à l'époque. Alors, on va expliquer qui sont ces deux personnages-là, en particulier Dominique Bourgeois, qui est journaliste, qui est toujours journaliste, qui travaille encore pour l'équipe éditoriale du Vendée Globe, qui a beaucoup couru. Ouais, il revenait de la Whitbread à l'époque sur Gauloise. Voilà, exactement, et qui a fait beaucoup de... Moi, je le connais un petit peu par le Mini, parce qu'il a fait beaucoup de bateaux sur le Mini, et Jean-Michel Carpentier, même chose, c'est des coureurs assez trinitains, hein. C'était plutôt le... C'est un monde très trinitain, c'est oui, un monde très et Jean-Michel Carpentier, qui est le père d'Antoine Carpentier, qui navigue aujourd'hui en classe 40, et qui a été plusieurs fois vainqueur du Tour de France à la voile. Tout à fait. Et qui est le frère de Patrice Carpentier. Voilà. Un autre journaliste qui, lui, a fait le premier Vendée Globe. Voilà, on a une grande famille de voileux. Voilà, une grande famille de voileux. Et du coup, c'est quoi les régates que tu fais à cette époque-là? C'est toutes les classiques du Rorke? C'est les courses du Rorke. Et puis, donc, toute la semaine de Cove, Swim Cup, etc. Et puis, évidemment, en tant que navigateur, naviguer dans le Solent, c'est quelque chose, avec le courant, c'est quelque chose de passionnant. Et donc après, ça va être Tour de France à la voile, enfin, sans qui sur les autres. Et ça s'enchaîne très naturellement, quoi. Ouais, ça s'enchaîne naturellement, ouais. Alors, tu fais pas n'importe quelle école, parce que tu fais le CP, Subdeco Paris, qui est l'une des très grandes écoles de commerce. Et tu vas très, très vite, justement, sur la base de cette passion un petit peu de geek navigateur avant l'heure, tu vas très, très vite te lancer dans l'entrepreneuriat.
Tu vas travailler comme salarié ou profiter des congés payés pour aller faire du bateau, ou tu vas directement créer ta boîte? Non, j'ai directement créé ma boîte. Donc, j'ai pas été très présent à l'école. Il y a quand même plus d'un prof qui m'a demandé si j'étais en vacances ou si je venais vraiment en cours. Je me suis toujours arrangé pour ne pas rater un crédit parce que c'était une perte de temps que de refaire le cours le trimestre d'après. Après, je suis parti au Canada, compléter mes études. Et en rentrant, fin 85, début 86, j'ai créé ma première société qui s'appelait Computer Marine. Et on développait des logiciels de navigation. On a travaillé ensuite pour l'Admiral Scope en 87. On avait équipé les 3 bateaux français, ou les 7 bateaux, parce qu'il y avait, en 87, il y avait Thomson qui était partenaire. Donc on travaillait pour Thomson, en fait, sur le développement d'un soft. Et c'était les premiers ordinateurs portables. Et donc on désossait des ordinateurs Toshiba. À l'époque, c'était des disquettes qu'on mettait. Donc, les plus jeunes ne savent même pas ce que c'est, quoi. Voilà, donc on pouvait stocker 1 méga. Sans doute des 5 pouces et demi en plus d'ailleurs. 5 pouces 1 quart, pardon. Ouais, donc au début c'était 5 pouces 1 quart, puis ensuite on avait des 3 pouces et demi, et donc on pouvait stocker 1 méga 4 sur la disquette. Et donc voilà, c'était les premiers logiciels de navigation. Oui, aujourd'hui tout le monde a Adrena, tous les coureurs ont Adrena, et un petit peu avant c'était Maxi. Mais ça n'existait pas du tout à l'époque. Hein. Alors Maxi a démarré à peu près à la même période. D'accord. Et Maxi, par contre, il fallait embarquer un Mac à bord qui tournait sur du 220. Donc c'était un petit peu compliqué sur des grosses batteries. Ouais. Donc ça allait sur des gros bateaux, mais c'était compliqué sur des petits bateaux, quoi. Enfin, des petits bateaux. Des bateaux de 40 ou 45 pieds pour l'Admiral Scope. Et tout de suite, en fait, quand tu commences à bosser, tu arrives à allier ta passion et le boulot, quoi. Ouais, je me suis pas posé trop la question. En fait, ça s'est fait comme ça. Et j'ai monté cette société avec quelqu'un qui s'appelle Alain Jaouen. Et puis en 87-88, on a eu du mal quand même à gagner notre vie. Et donc, lui est reparti dans des grands groupes. Et puis moi, j'ai commencé à naviguer à plein temps. Et puis j'ai vécu de ça, du fait d'être navigateur. Donc j'étais rémunéré pour ça. Alors comment est-ce qu'on passe de navigateur amateur qui fait les courses du Rorke, qui est le cas de pas mal de gens, à navigateur rémunéré? On parle encore une fois, on parle d'un temps, c'est pas pour te dire que c'était il y a très longtemps, mais il y avait c'était pas il y a 35 ans. Ouais, il y avait pas beaucoup de gens rémunérés pour faire ce job-là. Hein. Non, on gagnait pas beaucoup d'argent à cette époque-là. Même quand on était rémunéré, on arrivait à boucler à peu près les fins de mois, mais c'était quand même, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis, on essayait de compléter avec des petits boulots. En 87, j'ai travaillé comme préparateur aussi pour compléter mes piges. Et je travaillais donc pour Pierre Lemahout sur les Formule 40. Donc, sur Formule 40 qui s'appelait Data Général. Et je naviguais à bord aussi, donc j'ai fait toute la saison. Donc voilà, on arrivait à boucler les fins de mois comme on pouvait. On dépensait pas beaucoup d'argent non plus. Puis on naviguait, ce qui était déjà bien. Et comment se passe la progression? Parce que tu vas arriver assez vite dans du très très haut niveau en termes de compétition. Donc après, j'ai fait le Tour de France à la voile avec Jimmy Pain. L'année d'après, j'ai été contacté par Bertrand Passé pour faire le Tour de France sur le bateau de 7. Donc là, c'était toute l'équipe de la Coupe de l'América. Et puis donc de 87 jusqu'en 95, j'ai beaucoup navigué avec cette équipe-là. Et donc là, évidemment... Et toi, là, à ce moment-là, eux, ils repèrent quelqu'un justement qui maîtrise des nouveaux outils qui sont très très nouveaux dans le secteur. Et ils te font monter à bord? Ils repèrent quelqu'un qui savait où il était sur le Tour de France à la et qui pouvait leur dire où il était, enfin où le bateau était, sans arriver en retard sur une étape. Quoi. Je crois que c'est surtout ça. Du coup, c'était une compétence rare en fait. Ouais, on était quand même un certain nombre, mais il en fallait quand même un par bateau. Il y avait 45 bateaux quand même sur le Tour de France à la voile. Et donc il en fallait des navigateurs. C'était une épreuve de référence à l'époque. Hein. Ouais, le Tour de France, c'était quand même une sacrée école de voile comme aujourd'hui, mais à l'époque, les équipages tournaient, donc on avait un noyau fixe, donc sur 7, on avait 4 personnes qui étaient fixes, et puis on avait 4 personnes qui tournaient, il fallait faire tourner 21 personnes sur l'ensemble du Tour de France. Ah, c'était des grosses organisations. Ouais, c'était une grosse logistique. Et puis après, j'ai navigué sur Corom, donc il y avait l'équipe sétoise, enfin le team Marc Pajot par la suite, et puis le team de Corom. Et donc j'ai navigué sur les deux. Alors j'ai une petite parenthèse entre 89 et 91 où j'ai essayé de me lancer dans la voile olympique. Ça a été moins brillant. J'ai pas eu beaucoup de résultats. Sur quel support? En tornado. Ouais. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à naviguer sur ce bateau-là. Alors, il faut quand même qu'on revienne un petit peu à la fois sur l'épopée Corom et sur la coupe. Donc, dans quel ordre ça se fait? C'est d'abord Corom et ensuite la coupe? Non, c'est d'abord l'équipe de la coupe. Ouais. Donc, ils venaient, c'était après French Kiss, ils avaient fait un premier Tour de France en 87, et donc fin 87, ils viennent me voir pour le Tour de France 88. Alors French Kiss, c'est un peu c'est l'épopée de Fremantle, hein, c'est la coupe qui se passe dans l'ouest de l'Australie, je vais y arriver.
pendant l'hiver 86-87. C'est probablement les plus belles images de la coupe qu'on ait jamais fait, parce qu'il y a de la brise tout le temps, avec le Dr Fremantle qui est cette brise thermique complètement incroyable, mais donc ça se courait sur des monocoques en carbone ou en aluminium pour certains. Les 12 Magic les 12 Magic de l'époque, avec des images vraiment incroyables. Et c'est effectivement la première coupe de la génération passée, on va dire. C'est comme ça. Je peux résumer ça comme ça? Ouais, tout à fait. Donc c'était Marc Pajot, Bertrand Passé, Marc Bouette, toute cette équipe-là. Et qui font un très beau score avec assez peu de moyens. Ouais, puis peu de connaissances de la coupe en plus, donc qui réussissent bien. Donc ensuite, ils sont partis en 92. Donc moi, j'ai pas navigué sur la coupe 92 parce que c'était ma période Tornado. Et je suis reparti sur la campagne. Donc, dès la fin de la Coupe 92, je suis reparti sur ce projet-là jusqu'à la fin de la Coupe 95. Alors ça, c'est les 2 projets qui sont dirigés par Marc Pajot. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a France 2, France 3, et il y a... France Télévisions, enfin France 2, France 3, France TV, ouais. Je sais plus, et donc Ville de Paris. On s'appelait... Donc, Ville de Paris, c'était 92. Et 95, c'était France 2, France 3, sponsorisé par France Télévisions. Mais le team à bord, donc les navigants, étaient sponsorisés par Canal+. Donc, on était sur un bateau qui s'appelait France Télévisions, avec des habits Canal+. Et alors, cette première expérience de la coupe se déroule comment? Donc c'était passionnant. Moi, c'était mon rêve de faire la coupe. Donc, pour un navigateur, on a tous les moyens, on peut développer, on a des équipes qui on peut développer des choses. Et puis, on a donc, déjà sur l'Admiral Scope en 89, 91, 93, on avait des météorologistes. Donc, à l'époque, c'était Didier Wiesdorf qui suivait les équipes. Et donc... c'est là que j'ai pu apprendre un petit peu des choses en météorologie. Et puis sur la coupe, on a des personnes... Parce qu'à ce moment-là, t'es un pur navigateur, t'es pas un spécialiste de la météo. Non, je suis un pur navigateur. Et Didier Wiesdorf suivait aussi les projets de la coupe. Donc sur la coupe, en tant que navigateur, moi j'étais avec lui, enfin, on était dans le même bureau, on préparait les courses tous les matins. Donc et Didier était quelqu'un qui transmettait beaucoup, donc il m'a beaucoup transmis. Il y en a eu d'autres par la suite. Et sur Corum, il y avait Jean-Yves Bernot, qui était... Donc, en général, Corum, il y avait 3 bateaux Corum. Alors, il faut expliquer ce qu'est l'Admiral's Cup. Même chose, les plus jeunes de nos auditeurs ne savent pas forcément ce que c'est. C'était, en gros, je vais simplifier, schématiser, c'était un championnat du monde de course en équipage. C'était le championnat du monde quasi officiel de course en équipage qui se déroule dans le Solent et qui se déroule par équipe. Chaque équipe qui pouvait être nationale et sponsorisée par un sponsor commercial devait avoir 3 bateaux. Tu vas nous expliquer les types. Donc il y avait un petit bateau, un bateau moyen. Donc le petit bateau faisait entre 35 et 40 pieds selon les années. Un bateau moyen qui faisait 45 pieds, un grand bateau qui faisait 50 pieds, des monocoques, pas des multicoques, avec une jauge qui s'appelait la jauge IOR à l'époque. Et donc c'était des bateaux, c'était pas des monotypes. Donc dans chacune des classes, on courait encore en plus en temps compensé. Donc il y avait toujours une petite part d'aléa avec le temps compensé. Alors, on a eu des années où il y a eu des équipes que Corum. Donc Corum présentait les 3 bateaux. Et en 89, par exemple, il y avait un bateau Corum. Il y avait plusieurs sponsors. Il y avait un bateau, c'était Xerius, et puis un bateau qui était sponsorisé par CGI avec l'équipe sétoise. Et donc là, les navigateurs des 3 bateaux travaillaient ensemble. Donc il y avait Jean-Yves Bernot qui m'a aussi appris beaucoup de choses à l'époque sur la météo, sur la façon de lire les cartes, etc. Et du coup, les équipes de l'Admiral's Cup, elles se transposaient sur la coupe. Enfin, une partie il y avait des allers-retours entre les 2 univers. Ouais, on retrouvait les mêmes personnes dans l'équipe française et dans les équipes étrangères. Hein, donc entre les coupes, C'était pas les mêmes financeurs, mais c'était même les mêmes structures de team, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Comme aujourd'hui, on va retrouver entre l'Olympisme et la Coupe de l'América, il y a des transferts de l'un à l'autre. Hein, et après, on va les retrouver sur la Giraglia ou d'autres courses. Hein. Alors, pour parler de Corum et du Corum Sailing Team, ça va être une équipe de choc. Il va y avoir des résultats assez incroyables. Alors, Corum, il y a eu des super résultats, ouais, donc c'était des super courses, hein. Super team, parce que quand il y a les années où il y avait 3 bateaux, ça représentait quand même un peu plus de 40 navigants, plus l'équipe à terre, donc c'était 45 ou 50 personnes qui se déplaçaient. Alors, j'ai pas fait l'Admiral's Cup 91 parce que je faisais du Tornado. L'Admiral's Cup qui a été gagnée par un Corum, c'est la seule que j'ai pas faite. J'ai travaillé sur toute la préparation, par contre, la reconnaissance du Solent, etc., pendant 1 mois et demi, mais j'avais un championnat au moment de l'Admiral's Cup, donc c'était un choix que j'avais fait. Mais par contre, j'ai fait celle de 93 et celle de 95 sur Corum, et puis là, en 95, on a fait une très très belle course aussi, qui était il y avait un circuit sur les Moom 36, donc là c'était un monotype. Donc pour la première fois, l'Admiral's Cup, le petit bateau était un monotype. Et il y a eu un championnat du monde de Moom 36 dans le Solent, qui a été un très très beau championnat avec Corum qu'on a gagné.
Donc ça reste un super beau souvenir avec Corum. C'était une équipe très structurée, très organisée, très professionnelle, ce qui n'était pas forcément le cas de toute la voile française à l'époque. Ouais, c'était structuré, et puis il y avait des moyens aussi. Il y avait des moyens, et puis on avait un encadrement aussi, donc on avait un coach, on avait un spécialiste des règles, on avait un météorologiste, on avait donc toute une équipe qui nous accompagnait et qui permettait à chacun de progresser dans son domaine. Même aujourd'hui, il y a peu de teams qui ont cette taille-là, quoi. Il y a peu de teams qui ont cette taille-là, et il y a peu de teams qui ont cette structure dans le temps aussi. C'est-à-dire que Corum, il y en a qui ont commencé à naviguer sur Corum en 87, 88, 89, et qui ont navigué jusqu'à la fin du projet Corum, donc à la fin des années 90. Presque une dizaine d'années, quoi. Ouais, et donc il y a des coureurs, enfin, on a passé beaucoup de temps, avec beaucoup de moyens, ça permettait d'en vivre, donc on était correctement payé. Enfin, à l'époque, très bien payé, aujourd'hui ça paraîtrait moyen, mais à l'époque, on avait la chance de pouvoir naviguer en étant payé, ce qui était quand même pas donné à beaucoup de personnes dans le monde. Et pour finir sur Corum, ça a été aussi une pépinière de talent et même un réseau. Enfin, je veux dire, les anciens de Corum, quand on fait la liste des gens qui ont navigué sur ces bateaux-là, c'était aujourd'hui encore, c'est une partie du ou de la course au large. Oui, encore aujourd'hui, on va retrouver pas mal de... Bertrand Passé a navigué sur la Coupe, mais aussi sur un Corum. Thomas Coville a navigué sur Corum. Toute la génération des plus de 50 ans, on va dire, ou plus de 45 ans, est probablement passée sur Corum un jour ou l'autre. Et vous vous êtes retrouvés, je crois que c'était pour fêter les 20 ans, il y a alors combien d'années, je ne sais plus, mais j'ai le souvenir d'avoir vu passer une réunion d'anciens. Donc je crois que c'était en 2011, il y a eu une réunion d'anciens, ouais. Ouais, c'est un petit... C'était les 20 ans de l'Admiral's Cup 91, je crois. Voilà, c'est aussi ce genre d'épopée qui fait réseau, comme on a pu avoir d'autres bateaux sur lesquels il y a eu des anciens qui se sont encore pas mal suivis après, quoi. Voilà, tout à fait. Revenons à la coupe. Comment se passe cette coupe de 95 ? Tu dis que c'était génial parce que tu avais les moyens, tu pouvais développer. Mais la coupe, c'est aussi des gens qui se fâchent, c'est aussi des projets qui aboutissent pas. Ça n'a pas été que de tout repos de ces syndicats-là. Donc la coupe 95 n'a pas été de tout repos. Après, il y avait une équipe de navigants. Et on s'entendait bien, je pense, dans l'équipe de navigants. Et on en garde globalement, si on échange avec les différentes personnes qui naviguaient sur le bateau, je pense que chacun en garde un bon souvenir. On était quand même assez préservés des problèmes, on va dire, financiers ou autres qui a pu y avoir. On n'a pas eu beaucoup de réussite non plus, parce qu'on n'a pas été sélectionné pour les demi-finales. Mais il faut savoir que ça s'est joué quand même à peu de choses. On démate après le dernier virement de bord face aux Espagnols, et il suffisait de faire encore un 1000 et puis le bord de portant, et puis on était qualifié pour les demi-finales. Donc c'était vraiment le scénario improbable. On avait quasiment 1000 d'avance, et il y avait du vent sur cette manche-là. Donc évidemment, on dira toujours qu'il n'y a pas de chance, mais c'est de la préparation. Et le lendemain, on pouvait encore être qualifié pour les demi-finales, et il fallait que les Japonais perdent leur course, je crois. Et finalement, ils gagnent sur les 200 derniers mètres, ils passent le bateau espagnol, et puis ils finissent par gagner leur manche, et ils se qualifient devant les Français. Donc ça s'est joué à peu de choses, mais je pense qu'on a gardé un bon souvenir. Alors après, le bateau néo-zélandais était tellement supérieur, enfin les deux néo-zélandais étaient tellement supérieurs au bateau français qu'on n'avait absolument aucune chance. Et le design était vraiment... Il y avait une différence... Il y avait une différence je crois que c'est celui qui était à la Cité de la Voile à Lorient, si je ne m'abuse, non ? Ou c'est un sister ship ? Je crois, je suis pas sûr de moi. Si, ouais, ça doit être c'est celui qui est à Lorient, qui a été racheté après par le... Je crois que c'est ça, oui. Le défi pas le numéro de... Je sais pas si c'est NZL... ouais, c'est possible, ouais. C'est peut-être un de 92 ou un de 95 qui est à la Cité de la Voile, je sais pas. Quand tu passes devant, ça te rappelle cette campagne-là ? Alors c'est vrai que sur les designs de bateaux, on n'a pas été au top, et puis on a eu un bateau qui a perdu sa quille, un bateau qui est tombé de sa grue, enfin plein de déboires, les quilles qui n'étaient pas interchangeables entre les bateaux, enfin voilà, ça s'est pas passé tout à fait comme on aurait pu l'espérer sur une coupe. Mais bon, voilà, on en garde quand même un bon... Enfin, moi, j'en garde un bon souvenir, et je pense que la plupart en gardent un bon souvenir. À l'époque, les outils du navigateur ont déjà beaucoup progressé en termes de technique. En 95, on a le GPS. D'accord, mais t'as pas la tablette tactile avec le stylo qui te donne les angles, les lines, t'as pas tout ça, quoi. Non, mais on a un clavier déporté, donc un petit écran déporté, donc on se balade avec la console. Mais il y a un câble. Et il y a un câble. Mais par contre, c'est pas du Wi-Fi, on a un câble, un gros câble en plus, parce qu'il faut passer tous les fils de l'écran, etc. Mais ça, c'est déjà des choses qu'on avait depuis 89. Donc en 89, sur l'Admiral's Cup, on avait désossé un Toshiba et déporté l'écran à l'extérieur. Donc à l'époque, ça coûtait quand même cher, ces ordinateurs portables. Personne voulait faire la chose, donc c'est moi qui m'y étais collé. Je veux dire que quand on coupe la nappe qui alimente l'écran avec ses 45 fils, ou je sais plus combien il y en avait,
et qu'on fait les soudures une à une et qu'on rajoute un câble de 10 mètres pour pouvoir aller se promener sur le pont avec, et travailler au rappel, et qu'on met tout ça dans un boîtier étanche. Et ça valait déjà, à l'époque, ça valait 3000 et quelques euros, donc en euros d'aujourd'hui, ça vaut 10 000 euros, quoi. Bon, ça a marché. Je l'ai toujours. Il fonctionne toujours. Ah ouais. Ouais. Tu le fais tourner de temps en temps? Ouais, je l'ai pas fait tourner depuis quelques années, mais la dernière fois, c'était il y a 4-5 ans, donc je peux le brancher. Enfin, si je le branche, parce que les accus marchent plus, évidemment, mais si je branche le chargeur dessus et que ça démarre, l'écran démarre, je boot avec ma petite disquette et ça va démarrer. Alors, après cette période-là, tu vas revenir à l'entrepreneuriat, si je me trompe pas. J'ai moins d'informations que pour certains marins. Tu n'as pas de fiche Wikipédia à ton nom, donc c'est un peu moins pratique. Tu vas, à l'issue un peu des aventures avec le Quorum Sailing Team, à la moitié des années 90, je veux dire, tu vas replonger dans l'entrepreneuriat, tu vas poser ton sac à terre. Donc après la coupe, le choix pour un navigateur, c'était d'aller... Donc on n'avait pas de visibilité sur la prochaine coupe, peut-être 2000, 2002. Et donc il y avait un choix qui était d'aller faire la Volvo Ocean Race, ou de faire autre chose. Mais pour bien vivre de la voile, c'était quand même le parcours, c'était quand même la Volvo. Et puis, ça voulait dire être absent de la maison 200 jours par an, enfin, voire quasiment 2 années de suite. Et puis à ce moment-là, on a eu une petite fille, et puis on voulait avoir un deuxième enfant. Et donc c'était il y a eu un choix de famille qui s'est posé, un choix de vie. Et donc le choix, ça a été d'arrêter de faire de la voile, parce que j'avais envie de profiter des enfants. Et puis... c'était pas quand ils auraient 15 ans ou 20 ans que je pourrais en profiter. Et donc, je suis parti dans l'entrepreneuriat. Donc, on a hésité longtemps entre rester aux États-Unis ou rentrer en France. Finalement, on est rentré en France. Et la Coupe de 95 avait lieu à San Diego. À San Diego. Ouais. Et à San Diego, on avait... pendant cette Coupe 94-95, on avait commencé à utiliser l'Internet. Donc, à l'époque, il y avait peu d'acteurs français. Il y avait 2 sociétés en France. Et puis, il y avait surtout CompuServe qu'on utilisait beaucoup. Et qu'on utilisait... pour échanger des données, accéder à un petit peu d'informations, etc. en 94-95. Et donc en 95, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, enfin de continuer parce que j'avais déjà créé une première société en 86. Et je suis parti dans la création. J'ai créé une société qui faisait des sites web. Donc à l'époque, on n'était pas très nombreux, donc ça c'est une autre aventure. Mais il y avait Internet Way à Paris, il y avait une société bordelaise, il y avait Calvacom, dont le fils d'un des fondateurs était d'ailleurs a travaillé longtemps chez OC Sport, Jocelyn. Et on était donc une petite vingtaine de personnes, et Internet, le mot Internet, personne ne connaissait ça. Donc on découpait les coupures de presse, et quand on arrivait chez un prospect pour lui vendre un site web, on lui expliquait ce que c'était que l'Internet. Les débuts ont été un peu compliqués, mais c'est parti assez vite. Et le premier site web qu'on a réalisé, il y en a eu 2. Donc j'étais associé avec quelqu'un qui s'appelle Bernard Bailly, qui est toujours dans l'Internet aujourd'hui, et qui avait démarré de son côté une petite entreprise à la Trinité-sur-Mer. Donc c'était quand même... Et donc moi j'arrive, je m'installe en Bretagne, 3 sociétés en France, la 4e qui venait de démarrer à la Trinité, donc je vais le voir, et puis on décide de créer une société qui s'appelle CyberWest ensemble. Et on a les premiers sites, c'était le site de la Trinité-sur-Mer, qui a fait ça, qui était le premier site d'une commune en France, le site de Philippe Plisson, pour vendre ses photos, enfin présenter ses photos. À l'époque, il n'y avait pas de vente. Il n'y avait pas de vente en ligne, quand même. Et puis un site qui s'appelait Atlantic Web, et puis qui s'appelait ensuite Sail Online, donc qui était de l'information sur le nautisme. Donc ça, c'était nos 3 premiers sites web. Alors, on va parler un peu de Sail Online, parce que pour les gens qui faisaient du bateau à l'époque, c'était l'équivalent de l'équipe de la voile, quoi. C'était un truc assez incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette saga-là ? Donc Sail Online, l'objectif, c'était de mettre de l'information en ligne sur la voile. Donc à l'époque, c'est simple, hein, on avait Voiles et Voiliers, course au large, bateau, Neptune. Il y avait Neptune. Et Voile Magazine. Et c'est tout. Et c'était des mensuels. Ouais. Il y avait la lettre de course au large, qui était un supplément hebdomadaire. Voilà. Et aucune info sur la voile. Donc quand on a créé Sail Online, enfin Atlantic Web, on l'a référencé auprès de Yahoo. Yahoo, à l'époque, c'était le seul moteur de recherche. C'était des pages HTML qui référençaient, donc c'était les listes. Les plus jeunes hallucinent, non. Avant, il y a eu un monde avant Google. Voilà. Et donc ça, c'était il y a 25 ans, hein, donc c'est pas si vieux que ça quand même. Et le fondateur de Yahoo à l'époque était encore étudiant, et donc c'est lui-même qui référençait les sites. Et donc il nous a répondu: vous êtes le 135e site dans le domaine de la mer, et donc voilà, vous êtes sur la 3e page de référencement de Yahoo sur la rubrique mer. Donc ça, c'était le début. Et très rapidement, donc il fallait écrire des articles. Moi, je suis pas journaliste, hein, et puis ça prend du temps. Et l'AFP sortait des dépêches nautiques, et donc on a appelé l'AFP. Et l'AFP voyait Internet d'un très mauvais œil à l'époque. Mais le fait qu'on soit indépendant, à l'époque, on ne dépendait pas encore d'un groupe de presse. Ils ont bien voulu faire un essai avec nous.
Et donc, on a eu pendant 1 an et demi, 2 ans, les dépêches AFP, peut-être même plus que ça, 3 ans quasiment, les dépêches AFP gratuites sur la voile, et on avait le droit de les rediffuser telles quelles. Incroyable. Donc incroyable, et donc eux, ça leur permettait de mettre un petit pied dans l'Internet. Alors au début, ça arrivait par fax, et puis ensuite, c'est arrivé par mail. Donc ça, c'était la grande révolution, parce que le mail, on pouvait faire un copier-coller. Et donc, c'était beaucoup plus facile à intégrer. Et donc voilà, comme on est parti, c'est l'online. Donc c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Ensuite, le Telegram est rentré dans le capital rapidement en 97. Bon, on n'était pas nombreux, on était 5 pour CyberWest, plus Cell9, tout ça. C'était encore une toute petite TPE. Et puis, ça a grossi assez rapidement. Et puis, en 2000, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que tout ce qui... Enfin, les modèles Internet se sont un petit peu effondrés. Donc, CyberWest a eu beaucoup moins de travail parce qu'on travaillait pour beaucoup de sociétés qu'on appelait des pure players. En 2000, c'est devenu gros, quoi. CyberWest, on était 150 personnes. Cell Online, il y avait 8 personnes. Enfin, c'était devenu des grosses équipes. Et tout ça s'est un petit peu effondré en 2001, quoi. Mais une bulle. Il y a eu une bulle. La fameuse bulle et un grand crack pour tout ça. Le seul crack de l'Internet, mais qui a été à l'époque très très violent, quoi. Et on parle pas du tout, notamment pour ce qui est de, je pense à Cell Online, on a aucune idée des modèles économiques, on vend pas de pub, on fait pas payer les contenus, on est vraiment dans du défrichage. Hein. On a commencé à vendre un petit peu de pub et on en avait vendu beaucoup au moment de la route du Rhum 98 sur le jeu virtuel qu'on avait développé. Donc on avait développé un virtual Rhum et on avait embauché à l'époque un jeune étudiant qui s'appelle Philippe Guigné et qui a depuis créé Virtual Regatta en 2006. Et donc c'est lui à qui on avait confié la commercialisation de la pub. Et il avait trouvé des partenariats avec Voilà, donc c'est Orange, France Télécom à l'époque. C'était le moteur de recherche d'Orange qui a disparu depuis. Qui sponsorisera Bernard Gallet sur un Vendée Globe. Tout à fait. Et puis d'autres annonceurs. Et donc là, on avait bien gagné notre vie sur cette route du Rhum avec les talents commerciaux de Philippe. Philippe Guigné, donc qui créera plus tard Virtual Regatta, qui sur ce Vendée Globe-là est un succès assez incroyable, et qui lui-même était un coureur qui avait fait beaucoup de Tour de France à la voile et qui avait été quasiment pendant 1 ou 2 années un professionnel de la voile. Ouais, et qui avait navigué avec les Néo-Zélandais sur le Tour de France à la voile notamment. Un petit monde. Donc un petit monde où tout se recoupe, se recroise. Et qu'est-ce qui se passe après la bulle, du coup Alors, pendant cette période, cette parenthèse, j'ai continué à naviguer un petit peu. J'ai fait Québec-Saint-Malo avec Corum, sur Corum Météorite. Enfin, j'ai fait le Fastnet. Enfin, je continuais à garder un petit pied quand même dans la voile. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et puis en 2001, donc quand tout explose, enfin la bulle, Internet explose, là je suis retourné dans le monde de la voile. Alors, pas comme navigant, j'ai navigué un petit peu, hein, mais beaucoup moins. Et plus comme... donc je faisais ce travail-là à terre, on va dire, en tant que routeur. Donc voilà un petit peu comment je suis arrivé au routage. Mais alors du coup... C'est la retraite du navigateur. C'est la retraite du navigateur. Quand t'es trop vieux pour embarquer, on te propose de faire du routage. Sauf qu'il faut des compétences et savoir. Donc, tu as toutes les couches. Tu as eu l'expérience, tu as fait de la navigation, tu as appris beaucoup de météo et tu as la maîtrise des outils de l'époque. Mais c'est qui ton premier client ? Comment est-ce qu'on vient te chercher pour faire ça ? Alors, le premier client, c'est Marc Guillemot et Bernard Stam sur la Transat Jab Gap 2001. D'accord. Et donc, Marc Guillemot en multicoque et Bernard Stam avec Vincent Rioux en monocoque. Et comment ils viennent te trouver ? Alors, j'ai travaillé avec Dominique Quenin sur ce projet-là. Marc Guillemot, je crois que c'est via Dominique Bourgeois qu'on retrouve. Et puis Bernard Stam et Vincent Rioux, je crois que c'est Vincent Rioux qui travaillait avec Dominique Quenin sur La Solitaire du Figaro. D'accord. Donc Dominique Quenin, lui, est un... À l'époque, il faisait beaucoup de routage, ouais. Et pas mal de la météorologie, ouais. D'accord. Et du coup, alors comment se passent ces premiers routages ? Tu travailles avec quoi ? Comment tu communiques avec eux ? À l'époque, on avait un outil qui était Maxi, et on avait assez peu de moyens de communiquer quand même avec les bateaux. C'était encore du standard C. Quelques appels téléphoniques, mais c'était quand même pas simple. Puis alors le routage en course, notamment en IMOCA, est autorisé, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Ouais, hein. Le routage en course était autorisé sur tout type de bateau. Donc rapidement, ça a été interdit en IMOCA. Donc sur les IMOCA, c'est plus de la préparation que l'on fait. Par contre, en multicoque, c'est toujours autorisé. Ouais, tout à fait. Et du coup, raconte-nous comment ça fonctionne à l'époque. T'envoies un bulletin tous les jours, tu vois, un standard C, c'est des lignes comme des lignes de téléx. Hein. Ouais. Tu leur dis... des petits messages textes. Ouais, c'est ça. À 14h, virez et faites route au 240 ou... Ouais, alors on reçoit des fichiers GRIB, mais c'est des fichiers qui sont sur 2 jours ou 3 jours avec des résolutions. Donc, on a une donnée de vente tous les 60 km ou tous les 120 km, donc c'est pas beaucoup, quoi. Et puis après, on a des cartes qui arrivent par fax aussi. Donc, on affiche, on essaie de voir, on positionne le bateau à la main dessus, mais
Et puis, avec les fichiers Grib, on utilise Maxi pour le routage, donc on route, mais on n'a pas une vision à long terme de ce qui se passe. La météo, à l'époque, c'est 2 jours, c'est à peu près correct, 3 jours, c'est déjà moins correct, et 4 jours, on a quasiment plus rien, quoi. Mais tout le monde est à la même enseigne, quelque part. Donc c'est vrai que parfois, on part sur une idée, puis on arrive un peu dans une impasse. Sur cette fameuse Transat Jacques Vabre en monocoque, avec Bernard Stamm, on a été en tête un soir, enfin pendant quelques jours, mais on s'est engagé du mauvais côté d'une dorsale. Et donc derrière, je crois que c'est Bilou qui gagne la course, je sais plus qui gagne cette course. En tout cas, Bilou qui est engagé du mauvais côté, a accepté de perdre beaucoup pour repartir du bon côté. Nous, on n'a pas été aussi joueurs que lui, ou aussi courageux que lui, je sais pas. Et on termine du mauvais côté, donc on perd pas mal. C'est-à-dire que le gars sur le terrain a eu plus... Enfin, lui, il était routé aussi, peut-être, non? Oui, il était routé aussi, ouais. À un moment, conscient de l'erreur, il a accepté de perdre beaucoup pour se repositionner du bon côté. Aujourd'hui, c'est des erreurs qu'on ferait plus du tout, parce que les modèles sont meilleurs, et surtout, on a une échéance qui est plus lointaine, donc on ne part pas dans des impasses à 3-4 jours, quoi. Et à l'époque, il y a beaucoup de routeurs. C'est une confrérie qui est déjà organisée ou... À l'époque, c'est une confrérie qui est déjà organisée. Ouais, on retrouve les mêmes personnes. Ouais. Et les outils sont, d'après ce que tu racontes, encore... ils commencent à être développés. Ils sont encore un peu en gestation quand même. On n'est pas... En termes de routage, on avait un bon outil qui est Maxi, qui était un super outil. Mais il n'y avait pas encore Adrena à cette époque-là. Mais ça restait... Par rapport aux données qu'on avait, Maxi faisait très très bien le job, quoi. Il n'y avait pas de problème. Tu commences dans cette carrière-là et très très vite ça va s'accélérer? Ouais, alors pendant longtemps, jusqu'à il y a 3 ans, j'ai fait du routage d'un côté et j'ai eu d'autres activités d'un autre côté. Donc j'ai travaillé comme team manager pour Sodebo pendant 3 ans, 4 ans, jusqu'à la mise à l'eau du premier Ultime. J'ai travaillé sur un projet pour Jean-Pierre Dick en Nouvelle-Zélande, donc j'ai travaillé sur des projets en parallèle. Donc c'était à peu près mi-temps un job extérieur, dans le monde du nautisme, et mi-temps du routage ou du suivi météo. C'est-à-dire que quand tu travaillais pour Thomas Coville, tu pouvais faire du routage d'autres bateaux que Thomas Coville. Je travaillais avec Fred Dutil sur la solitaire du Figaro, par exemple, donc je faisais d'autres choses. Ouais. Et quand tu étais team manager de Coville, du coup, il fallait s'occuper de bien d'autres choses que le routage. Ouais, donc je faisais le routage pour Thomas, mais d'autres choses aussi. Ouais. Et là, j'ai beaucoup appris avec Richard Silvani aussi, donc de Météo France. On travaillait à 2 pour Thomas Coville. Et donc Richard qui avait travaillé beaucoup avec Laurent Bourgnon précédemment, et donc avec qui ça a toujours été un plaisir de travailler. Alors tu l'as accompagné aussi quand il faisait les tours du monde aussi. Là on était plus sur des routages de transat entre guillemets, de simple routage de transat. Ouais, donc sur les tentatives où tour du monde réussi, mais pas toujours avec le record à la clé. Mais ça reste des belles expériences. Ouais. Alors là on est raconte-nous un petit peu comment ça se passait au quotidien, parce que les gens connaissent pas forcément à quel point la cellulaire dans ces records autour du monde est cruciale. Elle va d'ailleurs s'étoffer au fil du temps pour devenir des trucs avec 3-4 personnes en permanence à surveiller le bateau. Donc à l'époque, c'était quand même plus des cellules météorologiques, on va dire, à terre, routage et météorologie. Quand on a un courant solitaire, c'est une veille qui est 24-24. Donc ça veut dire on a la position du bateau qui nous arrive avec des balises toutes les 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Donc on vérifie que tout fonctionne bien à bord. On a aussi les données environnementales. Donc ça, depuis une quinzaine d'années, 2007-2008, on a les données qui arrivent du bateau via le logiciel Adrena, donc qui est arrivé au milieu des années 2000. Et donc on sait quelle force de vent, quelle direction de vent il y a à bord, etc. Et donc au début, c'était beaucoup des cellules météorologiques, et les cellules ont évolué vers de plus en plus de performance. Et aujourd'hui, dans les cellules à terre, il y a plus de performeurs, donc de gens qui vont aider à la performance du bateau, et de moins en moins de météorologie. Sachant que la partie météorologique pure, les modèles ont progressé, les logiciels de routage ont progressé, et donc cette partie-là du travail devient plus facile moins stratégique que la capacité à faire marcher le bateau. Alors on précise, c'est uniquement sur les records, et souvent en multicoque. C'est pas le cas sur le Vendée Globe. On parle bien de cellules d'assistance. Il y a un petit côté un peu téléguidé, presque piloté à distance. Les cellules d'assistance, c'est météorologique ou en performance, c'est sur les records, monocoque ou multicoque, quelle que soit la taille du bateau, et puis sur les courses en multicoque. Donc route du Rhum en multicoque, on a le droit d'aider un coureur. Par contre, en monocoque, ça fait longtemps maintenant qu'il n'y a plus d'assistance météo. Alors, sur le Vendée Globe, il n'y a aucune assistance
météo, donc aucun skipper n'a le droit d'appeler son routeur à terre pour avoir un conseil. Alors que du coup, sur les cellules de record ou de route du Rhum en multicoque, les équipes à terre ont beaucoup de données qui arrivent du bateau. Ils savent les voiles qui sont à poste, parce qu'il y a des capteurs partout. Ils savent quel est le réglage de foil. Ils peuvent avoir vraiment beaucoup d'infos. Et ils peuvent éventuellement dire, écoute, d'après les données qu'on a, à cette heure-là, tu devrais descendre un peu plus ton foil que le réglage habituel. Ils ont le droit de faire ça. Ouais, tout à fait, ouais. On n'est pas limité dans les conseils qu'on peut donner. Ouais. Ils peuvent réveiller le marin, ils peuvent lui dire... dis donc, ta montre indique que tu es en dette de sommeil de 5 heures, il faut que tu ailles dormir. Ce coaching-là, entre guillemets, peut aller très très loin. Ouais, le coaching peut aller loin. Alors, réveiller, c'est déjà des choses qu'on faisait il y a une vingtaine d'années. Donc, quand il y a des phases un peu plus faciles, on dit au skipper, tu peux aller te reposer. Et puis, quand on voit le vent qui tourne, quand il faudra empanner, on te réveille un quart d'heure avant, quoi. Ah oui. Donc ça, c'est déjà des choses qu'on pouvait faire. C'est presque de l'équipage avec eux, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, aujourd'hui, on a tout en temps réel sur des écrans. Donc, c'est de plus en plus facile et ça sera de plus en plus facile sur les prochaines courses. Alors après, tous les skippers n'ont pas le même niveau de dépendance. De dépendance, donc, ou d'assistance. Il y en a qui sont beaucoup plus autonomes que d'autres, et puis il y a des bateaux qui ont plus ou moins de moyens, donc, et qui ont des cellules de développement plus ou moins importantes. Donc il y en a qui transmettent juste une donnée toutes les 5 minutes, et puis c'est tout. Et c'est qu'une donnée environnementale, donc on a juste le vent, force du vent, direction du vent, vitesse du bateau, et puis c'est à peu près tout, et la position. Et puis, il y en a qui transmettent 200 données toutes les minutes. Et là, on a effectivement tous les réglages et on sait tout ce qui se passe à bord. Alors, le principe pour ça, il est bien sûr celui de la performance, mais c'est aussi celui de la sécurité. C'est parce qu'ils sont en solitaire sur des bateaux plus dangereux que les monocoques, avec des risques de chavirage plus élevés, des risques de casse plus élevés, etc. etc. Oui, tout à fait. En multicoque, alors c'est encore plus vrai sur des 50 pieds, par exemple. Mais même sur les gros multicoques, s'il y a 20 nœuds de vent, mais qu'il y a une rafale à 30 nœuds ou qu'il y a un grain qui arrive, etc., si on peut le prévoir ou l'anticiper sur une image SAT, c'est quand même c'est mieux, quoi. C'est clair que le risque, la sanction est terrible en multicoque, c'est le chavirage. Donc ouais, et puis quand on fait un tour du monde comme Coville, c'est un chavirage dans des endroits. On n'est pas sûr de revenir. Dans le Grand Sud, c'est quand même assez engagé. Sur le tour du monde, donc je crois que c'était celui de 2008. À un moment, il y a une grosse dépression dans l'océan Indien, donc il n'y a pas de possibilité de passer. Donc la seule possibilité, c'est de descendre entre deux zones de glace par 59 Sud. Et donc là, on était en contact avec les pêcheurs au Crozet, donc ils surveillaient la cartographie, ils nous disent... Crozet, c'est un archipel qui est français. Français au milieu de l'océan Indien, donc il y a des bateaux de pêche qui sont là-bas. Et clairement, les pêcheurs nous appellent, ils nous disent, mais... on comprend bien où il va. En termes de vent, ça va être tout à fait bien, mais il y a une zone de glace que nous, on n'ira jamais traverser. Donc, s'il y a un accident là-bas, on vous prévient, on ne portera pas assistance. Ah oui. C'est-à-dire qu'eux, avec radar en équipage et bateau à moteur, ne voulaient pas y aller. Ils ne voulaient pas y aller. Ouais. Et c'est passé. Après, on avait de bonnes informations de glace avec CLS, donc c'était déjà... on était bien renseignés quand même sur ce qu'on pouvait attendre là-bas, et puis Thomas y a été quand même assez doucement au radar. Enfin, il savait qu'il y avait une zone qui n'était pas très longue, mais il y avait 100 ou 120 000 qui était quand même assez critique. Mais il valait mieux faire cette partie du parcours avec 15 ou 20 nœuds de vent que naviguer dans 60 ou 70 nœuds de vent, parce que le bateau n'aurait probablement pas tenu, quoi. Qu'est-ce que tu gardes de cette époque avec Thomas Coville, qui était... il réussira à boucler ce tour du monde beaucoup plus tard. Quelques années plus tard. Et un très beau tour du monde en 49 jours. En 49 jours, et c'est une très très belle histoire, parce qu'il aura tenté un grand nombre de fois pour finir par y arriver. Quel souvenir tu gardes de cette époque-là ? Des super souvenirs, beaucoup de déceptions aussi, parce qu'évidemment, quand on rate le record d'une journée ou d'une journée et demie, on fait 10 fois le tour du monde, et puis on se dit, on aurait pu le battre, peut-être. Mais ceci dit, une journée et demie sur ces bateaux, c'est quand même 700 000, 800 000, donc c'est pas rien non plus, quoi. Et puis Thomas, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, parce qu'on a navigué sur les Corums ensemble. Même avant, quand il était étudiant, on a commencé à naviguer ensemble pour un client qui s'appelait GTM Anthropose. Et on avait fait la Speedofin ensemble dans les années 90 ou 91, je crois. Donc on se connaissait depuis longtemps avec Thomas, donc on avait partagé d'autres choses. Donc, quand on fait du routage avec un solitaire, on discute évidemment de la météo, mais il y a des moments où il ne se passe pas grand-chose, donc parfois on va discuter de la vie, de plein d'autres choses, donc c'est des moments toujours riches. Tu noues une relation particulière avec les marins que tu routes ? Plus ou moins, peut-être moins aujourd'hui, parce que puis avec Thomas, ça a duré longtemps quand même, 60 jours ou 58 jours, 59 jours pour un tour du monde, ça dure longtemps, donc on noue forcément des relations. Ouais. Bon, puis aussi dans des conditions très, très particulières, quoi.
Oui, et puis c'était quand même... Aujourd'hui, on connaît un petit peu mieux ces zones-là, enfin multicoques, en solitaire, mais en 2008, 2009, 2010, c'était quand même des endroits où, sur des grands multicoques, peu de personnes s'étaient aventurées, quoi. Très très peu. Très très peu. Moi j'ai le souvenir parce que on a travaillé ensemble sur la route du Rhum que j'ai faite en 2014 et je me souviens juste d'un truc, c'est que tu fais un petit briefing où il y avait Maxime Sorel d'ailleurs, qui était un tout jeune et qui courait en classe 40 vintage. Et je me souviens très très bien que si vous devez faire escale à la pointe de Bretagne, faites le tour de Ouessant parce que c'est marque de parcours. Donc si vous coupez tout de suite dans le four pour aller faire escale à la pointe de Bretagne parce que vous avez un problème ou une avarie, il faudra revenir en arrière. Il faudra revenir en arrière et refaire tout le tour de Ouessant. Et évidemment, en arrivant sur la Bervrac dans la nuit, en croisant Tomatoville qui avait percuté un cargo, j'ai mes 2 aériens qui sont en vrac. Et donc je comprends qu'il faut que je fasse escale à Camaret, où il se trouve que j'ai de la famille en plus. Et donc du coup, je prépare mon truc et je sors mes notes. Et j'avais mis un petit panneau avec un point d'exclamation qui était faire le tour de Ouessant, c'est marque de parcours. Et je me souviens de ça. Et du coup, on fait le tour de Ouessant. Et en fait, le départ de la Route du Rhum 2014 est assez sportif. Hein. On prend une dépression la première nuit. Enfin, passer Saint-Malo, 3 heures après, on a la première dépression. Et du coup, on tire d'abord dans du vent d'ouest assez fort, mais avec un ciel très dégagé. Et le vent est vraiment très très fort pour faire tout le tour de Ouessant. Et je suis là et je te maudis une bonne partie de l'après-midi avant de finir par faire le tour et repartir. Et par contre, le soir, quand je repars dans l'autre sens, je peux faire route directe vers le Ratsin. Donc là, c'était plus simple. Voilà. C'était pas bête de faire le tour. Et voilà, c'était juste, tu faisais le briefing des gens de Lorient Grand Large, je crois. J'appartenais à ce centre d'entraînement-là. Mais voilà, c'était 4 feuilles sur un cahier. Et là, il y avait Damien Seguin aussi. Il y avait Damien Seguin, exactement, tout à fait. Voilà, c'était juste une note sur un cahier quand j'ai vu Ouessant marque de parcours. Voilà, bon, c'était pas le même accompagnement que Covid, mais ça m'avait beaucoup marqué parce que quand j'étais reparti sous la pleine lune, je dis ah oui quand même, c'était bien de faire le tour de. Ça avait été très long, ça m'a pris quasiment la journée, mais c'était vraiment très très long. Alors après sur le routage, j'ai eu la chance petit d'être dans un lycée, dans une école bilingue, donc j'ai appris l'anglais assez jeune. Et puis je l'ai pratiqué durant les voyages quand j'étais enfant en bateau. Et donc aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des étrangers aussi sur la préparation des courses. Donc sur les courses étrangères type Sydney Hobart, Fastnet, etc., on n'a pas le droit au routage pendant la course. Mais en préparation de course, depuis une quinzaine d'années, je travaille beaucoup avec des équipages étrangers. Certaines années, c'est à peu près moitié France, moitié étranger. Un peu moins cette année avec le Covid, parce qu'il y a beaucoup de courses annulées. Sydney Hobart a été annulé notamment. Et donc ça m'a apporté beaucoup aussi, parce qu'on a c'est une approche un petit peu différente. Ils font pas de grandes courses océaniques en solitaire, c'est en équipage. Par contre, il y a un navigateur qui est dédié à ça. Et donc en termes de... C'est pas juste un skipper qui a plein de choses à faire, y compris des médias, etc., à la veille du départ, mais un navigateur qui, 3 jours avant, n'a que sa course à préparer. Et donc ça permet de creuser, de travailler des points beaucoup plus finement. Et même sur Sydney Hobart, donc en 2017-2018, je travaillais pour un bateau, donc un propriétaire qui avait même 2 bateaux, il fallait faire le choix du bateau. Il devait choisir son bateau avant de partir. Voilà, en fonction des conditions météo, il faisait le choix du bateau. Ça, c'est pas mal, ça. Et donc voilà, donc pour donner un petit peu une idée du type de travail qu'on peut faire sur ces courses-là. Il y a une école française du routage ? Je sais pas s'il y a une école française, parce qu'il y a... Mais pourquoi ils viennent te chercher toi ? Parce que par connaissance ou parce que oui, il y a pas les propriétaires anglo-saxons se disent pas je vais me prendre un routeur français parce qu'ils savent faire de... Non. Eux, ils font beaucoup de courses au large et... Au départ, c'est souvent des navigateurs ou des gens que j'ai rencontrés quand je naviguais. Donc c'était mes homologues sur les bateaux concurrents sur l'Admiral's Cup ou la Coupe de l'América. Et donc moi, quand je suis passé de l'autre côté, il y en a qui sont restés navigateurs. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Puis après, c'est de fil en aiguille, comme ce sont souvent des grands équipages, on rencontre le navigateur, le tacticien, le skipper, le propriétaire, et puis sur une prochaine course, donc ça se fait. On est dans un petit monde. Je ne sais pas s'il y a une école française. Il y a beaucoup de personnes qui en font en France, mais il y a Marcel Van Triest qui en fait beaucoup, qui est néerlandais, qui vit à Palma. Il y a Roger Badham qui en a fait énormément, qui en fait un petit peu moins aujourd'hui parce qu'il travaille beaucoup en Formule 1, mais qui est un Australien qui a dû travailler sur 6 ou 7 Volvo et puis pareil, 6 ou 7 Coupes de l'América, plus les Jeux Olympiques. Donc il y a des étrangers qui ont fait beaucoup d'assistance météo. Ouais. Tu as travaillé aussi pour des épreuves. Là, le job il est un petit peu différent. Ce que tu fais sur le Vendée Globe. Alors, sur les épreuves, c'est un petit peu différent. Donc le Vendée Globe, la Mini Transat, et puis des épreuves plus courtes. Ouais. La Volvo Ocean Race, la dernière édition de la Volvo. Donc là, c'est plus un aspect toujours sécuritaire, on va dire. Donc c'est intéressant parce que
On suit les bateaux, donc on voit ce que font chacun des bateaux. Et quand on est obligé de les suivre au jour le jour, on voit plein de subtilités quand même. Quand on les regarde comme ça de plus loin sur la cartographie du site, on voit pas. On est aussi au courant, quand on travaille pour l'organisation, des problèmes de chacun. Donc ça apporte beaucoup parce qu'on sait qu'un tel est plus lent ou un tel va faire ce choix puisqu'il lui manque telle voile, etc. Donc on comprend mieux les choix. Donc parfois, ça permet d'expliquer certains choix qui peuvent paraître un peu bizarres vu de l'extérieur. Et puis ça permet de... tous les jours, on les route, donc on voit si ça s'est passé comme prévu, s'ils ont fait quelque chose d'autre, pourquoi ils ont fait quelque chose d'autre. Donc on apprend beaucoup. Ouais. Et quand tu fais l'assistance météo pour la Volvo Ocean Race, qui est la Coupe d'Amérique au large, quoi, pour simplifier la définition, donc c'est très très long. Tu as affaire à quel type de profil de marin? Alors, la Volvo, il y a deux types de boulot. Soit on travaille pour l'organisation, donc c'est ce que j'ai fait sur la dernière Volvo. C'est intéressant, mais c'est pas passionnant parce que la Volvo, c'est une très grande organisation. Il y a toute une équipe qui est à Alicante aussi, qui suit aussi la stratégie des bateaux, qui commande tous les jours. Donc, on n'est qu'un maillon dans une chaîne qui est beaucoup plus importante. Et l'autre possibilité, c'est de travailler pour un team. C'est ce que j'ai fait en 2014 pour Alvi Medica, donc le team de Charlie Enright. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on est aux escales et on prépare. Donc, on est 2 ou 3. Et donc là, il y a vraiment une cellule qui travaille avec le navigateur et le tacticien, et on prépare vraiment chacune des étapes, quoi. Et j'avais travaillé sur celle d'avant avec Camper, donc le team néo-zélandais, sur la deuxième partie de la Volvo. Et Roger Badham, qui était le chef routeur, et Jessica Sweeney, qui est depuis responsable de la météorologie pour le projet anglais de la Coupe de l'Amérique, donc depuis 4 ans ou 5 ans maintenant. Et tu as travaillé à terre pour des syndicats de la Coupe? Et j'ai pas travaillé à terre pour des syndicats de la Coupe. La Coupe, c'est très particulier, il faut être dédié à temps plein dessus. Et donc, la Coupe, c'est vraiment de la météorologie locale pure, alors que dans le routage, il y a à la fois de la météorologie et de la stratégie. La stratégie étant au moins aussi importante que la météorologie. Donc moi, je suis plus à l'aise dans le large ou dans de la météo côtière, mais la Coupe, c'est vraiment très très particulier. Aujourd'hui, on est sur prévoir la rafale ou la bascule de vent pour les 10 prochaines minutes. Donc, c'est beaucoup d'échantillonnage, d'instrumentation, de modélisation. Enfin, c'est passionnant, mais c'est un boulot à part. Une autre discipline. Une autre discipline, ouais. Sur la Mini Transat, comment ça se passe? Parce que là, tu as affaire à un public radicalement différent, un public qui a peu d'infos météo quand il va naviguer. Puis quand tu fais celle de 2017 qui avait été assez sport, je crois. Hein. Ouais. Et puis celle de 2019, qu'aurait pu, parce qu'il y a quand même eu un cyclone sur la fin, même si on n'en a jamais parlé, on n'a jamais évoqué le mot cyclone, mais au nord des Antilles, il y avait un cyclone en formation. Alors ça s'est transformé par du vent de la pétole, enfin pas de vent dans le sud, mais voilà, on a quand même surveillé de près ce qui se passait. Alors la Mini Transat, c'est sûr que là le bulletin a beaucoup d'importance parce que c'est la seule information que vont avoir les coureurs. Et donc alors on répète, ils n'ont pas de téléphone par satellite, ils n'ont pas de connexion internet. Ils n'ont qu'une petite BLU. Ils ont la VHF pour communiquer avec les concurrents et les bateaux qui passent à côté. Sinon, ils ont une BLU, c'est-à-dire une radio à ondes courtes, pour écouter le bulletin météo qui est fait spécialement pour eux. Voilà, donc ils écoutent le bulletin météo sur des ondes radio et puis ils vont le retranscrire sur des cartes eux-mêmes. Donc ils vont refaire leur. C'est-à-dire que tu vas dire anticyclone positionné par telle position. Donc là, hop, sur leur carte, ils redessinent la situation météo. Voilà. Et puis le vent par zone aussi. Et donc là, c'est compliqué parce qu'on a des niveaux de coureurs très très différents. Donc il y en a qui vont bien intégrer le schéma puis qui arrivent à l'adapter parce que les bateaux sont étalés sur une grande distance rapidement. Et donc c'est compliqué on peut pas être précis pour chacun des bateaux. Et donc c'est la météo par zone. Et donc ils peuvent être dans le sud de la zone ou dans le nord de la zone ou dans l'est, dans l'ouest. Donc c'est pas tout à fait le vent qui est prévu sur la zone. Et donc là, c'est intéressant parce que quand on discute après avec les coureurs, il y en a qui vont dire il y a toujours eu beaucoup plus de vent. Il y en a d'autres qui vont dire mais ok, j'ai eu des grains avec beaucoup de vent, mais tu surestimais toujours le vent. Donc finalement, les débriefs sont très très différents suivant les coureurs puis leur façon d'appréhender la course. Il y en a qui sont terrorisés par les grains. Il y en a parce qu'il y a beaucoup de grains dans l'Atlantique, évidemment, sur la Mini, il y en a pour qui c'est pas un problème. On les alisait, donc. Et donc c'est marrant, mais c'est des coureurs super sympas, puis qu'on va retrouver souvent dans d'autres courses par la suite. Hein, et je pense que la Mini, ça reste une école incroyable pour le large. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé sur les instruments. Les bateaux sont de plus en plus fermés, donc on est abrité. Donc on regarde moins ce qui se passe à l'extérieur, naturellement. Hein, et puis on fait confiance aux chiffres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont dire sur le Vendée Globe, finalement, les modèles n'étaient pas si bons. Ben oui, parce que quand on regarde, ils prévoyaient 12 nœuds de vent, il y en a eu 15, etc. Mais ils ne sont pas si mauvais que ça. Un ministre, il va arriver avec une approche qui est
très différente. Il est beaucoup plus critique par rapport au modèle et puis il va savoir interpréter un petit peu ou adapter ou se dire bah ouais c'est un peu plus fort mais finalement c'est pas tellement plus fort mais j'ai eu un grain donc il faut que je fasse attention etc. Chez les ministres, tu détectes déjà des gens dont tu vois qu'ils ont déjà une culture météo, qui ont une vraie stratégie, qui sont allés chercher des routes particulières. Il y a déjà des gens assez matures de ce point de vue-là? Il y en a qui sont à l'aise avec la météo et la navigation, il y en a qui sont moins à l'aise déjà. Donc il y en a qui sont plus à l'aise avec les réglages des voiles, qui savent faire avancer leur bateau vite, mais qui sont savoir où aller, ça les intéresse moins. Il y en a qui sont passionnés par la météo, la navigation, mais le réglage va moins les passionner. Donc il y a des sensibilités différentes quand même selon les coureurs. Donc on voit bien, quand on a un groupe en formation, on voit bien ceux qui vont être intéressés par le sujet. Et puis il y a ceux qui sont plus professionnels, entre guillemets, qui se disent bah, faut que je sois bon dans tous les domaines si je veux gagner. Donc là, je suis peut-être moins bon là-dedans, donc je vais travailler plus ce domaine-là. Donc, mais on voit quand même vite. Est-ce que tu vois sur l'eau des stratégies météo qui découlent d'une analyse précise des informations que tu as transmises, sachant qu'elles sont très parcellaires, quoi. Oui, on voit quand même bien ceux qui ont bien compris le bulletin et puis ceux qui l'ont mal compris. Ouais. Clairement, si on prend la dernière transat, donc si on prend le groupe de tête, donc il y avait un système orageux, et donc ils ont bien joué, enfin il y a pas mal d'incertitudes. Ben, on voit qu'ils partent dans l'ouest et puis ils se redécalent, ils font les petits décalages qui vont bien pour rester dans la zone où il y avait du vent sans faire trop de route. Enfin voilà, ils ont bien compris comment ça se passe autour d'eux, quoi. Alors tu fais aussi beaucoup de formations. Tu prends des groupes dans les centres d'entraînement et tu t'en occupes? Oui, alors des formations avec les centres d'entraînement ou indépendamment des centres d'entraînement aussi. En tout cas, de formations en ligne depuis le confinement du mois de mars. Oui, alors, oui. Donc, il y a eu beaucoup de formations en ligne avec des gens qui s'inscrivent. En dehors des centres d'entraînement aussi, mais sinon avec les centres d'entraînement, oui, tout à fait. Et là, même chose, tu vois des générations de marins qui progressent en météo ou ça devient un savoir un peu plus démocratiquement distribué Alors aujourd'hui, il y a la midi d'un côté où il faut avoir des connaissances quand même météorologiques, entre guillemets, et puis il y a le reste, on va dire, où on a moins besoin de connaissances météorologiques. Et là, on voit des marins qui arrivent, qui sont très à l'aise, qui sont un peu geeks. Enfin, une génération qui arrive, qui est très à l'aise avec l'outil informatique, l'analyse des chiffres. Et les meilleurs ont appris dans leurs études ou par leur compréhension des chiffres qu'il faut aussi avoir du recul par rapport aux chiffres. C'est-à-dire que le chiffre, il ne faut pas le prendre tel quel. Et c'est ceux-là qui vont être bons aujourd'hui en météorologie, ceux qui arrivent à faire, en routage, on ne va plus parler de météorologie, mais de stratégie, routage, etc. Ils vont intégrer plein de données, ils vont savoir en faire la synthèse, savoir jeter ce qui est pas bon, garder ce qui est bon, et puis composer avec ce qu'ils vont voir dehors. Donc il faut être quand même bon pour analyser des chiffres, même quand on est fatigué, puis pouvoir en sortir quelque chose, quoi. Alors ma question initiale, c'est est-ce que tu vois quand même une génération qui est plus calée que les autres à cause de la plus grande facilité d'accès aux data météo, à cause des outils qui sont devenus plus faciles qu'avant? Est-ce que tu as une génération de routeurs amateurs ou de stratégistes amateurs qui... Alors il y a beaucoup de coureurs qui font du routage d'ailleurs par ailleurs, et qui en font bien. Oui, la jeune génération est intéressante, mais après, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on a une vieille génération, je vais prendre l'exemple de Francis Joyon sur IDEC, qui a une grande expérience, qui manie bien les outils. C'est peut-être pas un grand geek, mais n'empêche et puis qui est très rapide dans le maniement des outils. Donc il sait exactement ce qu'il veut sortir de son routage. Il va y passer peu de temps, mais il sort l'information pertinente. Et donc sur ces bateaux-là, aujourd'hui, on est en connexion permanente, puisqu'on a un fil WhatsApp ou Telegram qui est ouvert, donc on discute 24/24. Donc quand le skipper a une question à poser, il la pose. Et Francis, quand il charge son fichier, donc si le modèle sort à 6h15, à 6h18, il l'a chargé, et à 6h20, il va poser la petite question qui tue, c'est-à-dire qu'il a vu le truc important, le point clé de la journée ou des 3 jours à venir, et il pose la question parce qu'il est mais il s'est déjà fait son idée en général. Donc quelque part, il n'y a peut-être même pas besoin de routeur souvent, mais extrêmement pertinent, quoi. Et là, l'expérience compense peut-être la moins bonne maîtrise des outils. Ou une culture différente, quoi. Ou une culture différente. De tous les marins avec qui tu as travaillé, il fait partie de ceux qui t'ont le plus impressionné? Alors, il y en a beaucoup qui m'ont impressionné pour des choses différentes, hein. Donc chacun a des qualités, des défauts, mais c'est vrai qu'il a, sur des navigations route du Rhum ou des records comme la route du Thé, il a une grande expérience, donc une très très bonne capacité d'analyse,
une très bonne observation aussi, c'est-à-dire qu'il va donner un retour. Et puis, la capacité à décider seul aussi quand, à un moment, quand il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas prévu, ou qui est prévu un peu plus tard, ou il va tout de suite faire le lien entre ce qu'il voit, ce qui est prévu, et puis il n'a pas besoin d'appeler pour demander s'il faut empanner. Donc voilà, on attend une bascule, le grain arrive un peu, ou le front arrive un peu plus tôt que prévu, il y va, quoi. Il n'a pas besoin de te demander confirmation, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donne-nous d'autres noms parmi les marins qui t'ont impressionné. Thomas aussi, mais pour d'autres qualités. Mais après, tout le monde... je pense qu'il y a... Chacun a des qualités, donc c'est difficile de donner beaucoup de noms, parce qu'il y en a qui sont peut-être moins bons en météo, qui vont être plus demandeurs de conseils stratégiques, mais qui vont savoir faire avancer leur bateau très très bien, et donc qui vont très très vite. Donc la vitesse, ça, c'est évidemment plus facile. Quand j'ai un bateau qui va vite, même si on fait des petites erreurs de placement, on va pouvoir compenser. Donc c'est difficile. Après, en France, on a quand même des gens qui naviguent beaucoup en solitaire ou en équipage réduit, donc ils sont quand même très très complets par rapport aux étrangers, quoi. Mais à l'inverse, les étrangers sont beaucoup plus autonomes parce qu'ils ont l'habitude de faire les courses seuls, donc ils vont demander beaucoup plus avant, être beaucoup plus pointilleux avant. Mais une fois qu'ils sont partis, ils vont devoir se débrouiller seuls. Dans la vaste expérience que tu as eue, quels sont les routages les plus compliqués à mener que tu as eu à faire? Les plus compliqués, il y a le passage du nord-est de Gochuan, qui n'était quand même pas une opération simple. Donc le record du passage du nord-est. Donc c'est faire le tour de l'Europe. Je vais faire simple. Le tour de la Russie, de la Sibérie. Le tour de la Sibérie par le nord. Et le tour des pôles, et de finir passer par Bering et rentrer. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils arrivaient. Donc le départ était à Mourmansk, donc à la frontière russe, et donc il fallait faire toute la navigation au nord de la Russie, de la Sibérie, et l'arrivée était dans le détroit de Bering. Donc c'était la première fois qu'il y avait un record en Arctique. C'est le seul d'ailleurs qu'il y a eu. La glace a fondu et la route s'est libérée. Ouais, donc ça s'est libéré sur le passage du nord-est. On pourra reparler après du passage du nord-ouest et de la navigation arctique. Et donc en 2015, il a fait ce record en 12 jours, qui était une belle sur l'ancien IDEC, donc un trimaran de 32 mètres, un ultime, avec un super équipage. Donc il y avait Boris Herman qu'on a retrouvé sur le Vendée Globe notamment, Joran Kraut. Donc un super équipage, mais c'était... Alors c'est une route incroyable qui est très peu... Alors qui commence à être de plus en plus empruntée par les cargos, parce qu'il y a beaucoup de gains de temps, notamment sur la route commerciale vers l'Asie, entre l'Asie et l'Europe. Je ne sais plus combien de jours on gagne, mais c'est... Ouais, on peut gagner jusqu'à 8000 milles à peu près entre Shanghai, enfin entre le nord de la Chine, on va dire. Pas Shanghai, mais le nord de la Chine et puis l'Europe. C'est assez important. Et par contre, c'est très très peu pratiqué à la voile, quoi. Alors c'est peu pratiqué à la voile. Il y avait une barrière administrative qui est en train de se lever. Mais en 2015, il y avait encore beaucoup de glace. Donc, il est parti très tard. Il est parti en septembre. Depuis, le passage du nord-est, la glace fond beaucoup. Et le courant a tendance à pousser la glace vers le Canada. Et donc, le passage, maintenant, se libère beaucoup plus. Notamment, il y a le cap Chelyuskin au nord de la Russie, qui ne se libérait pas tous les ans. Et quand il se libérait, c'était quand même tardif, quoi. Donc, d'où l'importance de partir tard, et à l'époque sur un bateau rapide, parce qu'il fallait arriver de l'autre côté avant qu'il y ait des trop grosses dépressions puis que ça regèle, quoi. Donc ça, c'était quand même un record intéressant parce qu'il y avait la météo, la glace, le froid et le parcours qui était nouveau, donc c'était compliqué. Il faut se plonger même, je veux dire, dans les caps, les côtes, les ports de relâche sont pas très nombreux, c'est des zones incroyables, quoi. Ouais, les relations avec les Russes quotidiennes, etc. Enfin, c'est une belle expérience. Après, tous les tours du monde, ça reste des belles expériences. Il y a eu la route du Rhum 2018 avec IDEC, qui était avec un finish incroyable. Donc là, j'avais travaillé avec Guéno Legainet, et c'est une super expérience. Bon, déjà, Guéno, je le connais depuis qu'il est né. Donc c'est le fils de Gilles Gainet. Qui était architecte. Les premiers bateaux sur lesquels j'ai navigué, c'était des bateaux de son père. Donc il était même pas né à l'époque, en 82-83. Et Guéno faisait partie de l'équipage d'IDEC. Et donc Guéno était sur l'équipage qui a fait le Jules Verne, qui est détenteur du Jules Verne. Et on a travaillé ensemble sur l'assistance. Il y a eu un record passionnant qui était le Tour des îles Britanniques avec Jan Lipinski l'année dernière aussi, donc en solitaire. Le Tour des îles Britanniques, c'est toujours très engagé, donc c'était en classe 40. Et avec des moments, donc Yann, il sait faire marcher son bateau, ça c'est clair qu'il comprend bien ce qui se passe. En plus, c'est intéressant parce qu'il comprend bien la situation. Et puis il y avait des systèmes qui se déplaçaient assez vite, et donc il fallait être assez réactif.
Et ça se jouait à pas notamment au nord, là, du côté des Shetland, il y a des passages qui se sont joués à pas grand-chose. Et il y avait une belle complicité, on va dire. Et donc, c'était vraiment... Ouais, c'était sympa. Parce qu'on arrive, on n'est pas à bord, évidemment. On a quelqu'un à bord qui comprend bien comment il faut exécuter les choses. Alors que l'exécution n'était pas simple. Et puis dans les timings, on arrive à bien se coordonner. Et donc, ça, c'est super parce que voilà, quand ça se passe bien, c'est toujours. Et sur un record comme ça, toi, tu es disponible 24/24, quoi. Ouais, là, on est disponible 24/24. Alors, il y a des moments où il se passe rien pendant la journée. Hein. Et puis, il y a des moments où il faut être dessus. Donc, il faut être disponible au moment où il va se passer des choses. Quoi. Donc, tu dors dans le canapé qui est derrière ou soit dans la chambre d'amis. Dans la chambre d'amis à la maison ou dans le canapé qui est derrière, voilà, dans le bureau. Ce qui est facile ici, c'est que j'ai de l'accès Internet au débit. Et donc je peux avoir plusieurs écrans. Je suis bien installé. Sur la route du Rhum de Francis Joyon, l'assistance, elle est jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans la baie de Pointe-à-Pitre, tu lui dis attention, à gauche, ça sera tout mou, va plutôt à droite, ou ça s'arrête quand il fait le tour de la Guadeloupe, il est déjà en autonomie. Sur le tour de la Guadeloupe, donc ça s'arrête pas. Alors, on explique, quand on fait la route du Rhum, au lieu d'arriver directement par l'Est et rentrer à Pointe-à-Pitre, tout simplement, bah non, on va faire un truc beaucoup plus compliqué, on va faire tout le tour de l'île, et on passe sous le vent de l'île, où il y a des montagnes assez hautes, et donc c'est un cauchemar, puisqu'il n'y a pas de vent, il y a des rafales qui tombent de la falaise, c'est très très long, et on peut, comme l'a montré François, on peut perdre une route du Rhum dans cette section-là du parcours. Ou s'endormir pour finir dans les cailloux, comme l'a montré aussi Alex Thompson. Et donc sur ce finish, on arrive, IDEC arrive derrière, donc un petit peu de retard sur Massif, sur François Gabard. On a une idée qui est de passer à la côte, parce que la nuit, donc on arrive de nuit, en soirée, donc on sait que la nuit, ça passe quand même plutôt à la côte. Je pense que Massif avait à peu près le même scénario. Et puis là, on commence à avoir, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un réseau d'informateurs qui se met en place, mais qui n'était pas organisé avant, mais Guénaud, Gainet avait contacté une personne du service des pêches, je crois, la veille, et puis on a plein d'informations qui commencent à nous arriver sur il y a du vent là, il n'y a pas de vent là, etc. Et puis là, il y a des informations de qualité assez médiocre, parce qu'il y en a qui nous disent il n'y a pas de vent, mais on voit que le bateau il avance à 20 nœuds, etc. Donc on se dit celui-là. Et puis il y a un observateur qui est vraiment visiblement meilleur que les autres, qui avait déjà fait du mini en plus, et qui donnait des informations de qualité, puis qui était en moto, donc il pouvait se déplacer vite. Et c'est celui-là qui nous a donné plus d'informations sur le vent qu'il y avait. C'est-à-dire sur le sud de la Guadeloupe. La côte sous le vent de la Guadeloupe. Ouais, alors surtout depuis côtière, Basse-Terre et puis la partie sud de l'île, quoi. Et puis on savait après qu'il y avait des effets de courant aussi sur le sud, et puis on savait que dans l'après-midi il y avait eu un orage, et donc on avait des observations sur la côte, donc on savait que le régime de vent, les scénarios habituels étaient probablement un petit peu différents. Et puis on a un modèle à Rome qui sort à ce moment-là et qui semble quand même correspondre assez bien aux observations qu'on a in situ par ce gars-là. Et puis quand on combine tout ça, on se dit il faut serrer vraiment, il faut passer à Pointe des Châteaux, il faut passer vraiment près, quoi. Et donc Francis il n'entend pas toujours très très bien, on va dire. Et il nous dit j'entendais parler les gens sur la côte, donc j'ai dû passer vraiment près, quoi. Je suis peut-être passé un peu trop près. Et donc on lui avait dit essaie de passer le plus près possible, parce que derrière ça devrait donner un petit peu, puis tu seras un peu épaulé avec le courant, et donc tu peux peut-être créer un décalage latéral, et peut-être que le vent, contrairement à d'habitude, il va prendre de la gauche au lieu de prendre de la droite. Donc on n'était pas sûr de notre coup, évidemment. Et puis ça s'est déroulé plutôt bien, puis à un moment les bateaux s'écartent, et après la dernière partie, on lui fait des petits schémas, on lui donne quelques infos, mais il était quand même au contact. Il avait un filet en plus, dans son safran qui le ralentissait. Et donc, je pense que les derniers messages, il les regarde plus beaucoup, ou d'un œil. Mais là, à partir du moment où c'était au contact, puis il connaît bien la Guadeloupe, la dernière partie, il l'a bien géré. Et à la fin, on lui avait fait un schéma sur une stratégie pour passer la ligne d'arrivée, marquer, etc. Et puis, en arrivant, il nous dit ouais, mais vous n'avez pas vu, là, il y avait un petit caillou, et là, moi, j'étais au vent, donc je pouvais virer quand je voulais, mais François, il était obligé d'aller encore 100 mètres plus loin pour virer, pour éviter le récif. Et donc, il avait été encore plus loin dans la stratégie. Il était allé plus loin que vous, quoi. Il avait été encore plus lucide, quoi. Plus lucide que nous, ouais. Ah, c'est incroyable. Et donc, voilà. Et puis, au final, ça se joue sur quelques minutes, quoi. Ah, effectivement. Ah oui, c'était du sur-mesure de l'accompagnement. Alors, c'est incroyable, le coup de l'observateur à moto qui... Donc, le gars, il est au téléphone avec vous, en fait, et, ouais. Et il vous dit, je suis à tel endroit, et là... Et ce qui est super, c'est qu'il arrive à donner du vent,
à nous dire à 1 mille, il y a à peu près tel vent, quoi. C'est pas juste le vent au bord de la plage comme les autres données. En plus, c'est un gars qui a une lecture du plan d'eau qui était très très bonne, ouais. Qui est de haute qualité, quoi. Ouais. Et donc c'est ça qui nous a permis de voir que le modèle finalement qu'on avait collait plutôt bien aux observations, comme les observations qu'on avait du bateau. Puis on voyait François par ailleurs parce qu'on avait sa trajectoire et puis on avait la vidéo parce que le direct commençait. Donc quand on recoupait tout ça, on s'est dit il y a peut-être quelque chose. Mais la principale instruction, c'était passer vraiment près de la côte et puis essayer d'avoir un petit décalage, quoi. Donc sur la route du Rhum 2022, les prix vont monter très très fort pour recruter les surveillances côtières, quoi. Oh non, je crois. Enfin là, ça s'est vraiment fait. Voilà, c'est le hasard des choses. Et puis, c'est intéressant de voir que ça se joue sur. Faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Sur des micro-détails. Avant qu'on en vienne au passage du Nord-Ouest qui t'a beaucoup occupé ces dernières années, je voudrais juste que tu nous racontes, à côté de tout ça, tu continues à créer des entreprises. C'est ça qui est étonnant. Il y a Imagili. J'ai créé avec Olivier Champeau une entreprise en 2006 qui s'appelle Imagili, sur le développement de la vidéo en ligne. Donc on a démarré, YouTube n'existait pas quand on a démarré. YouTube a démarré à peu près en même temps. Ça vous donne les personnages. Donc après on est devenu le premier partenaire YouTube dans le monde du sport en France. Mais au final, on n'a pas trouvé le modèle économique qui va bien, quoi. Donc, on a beau avoir une chaîne YouTube. Donc, c'est la production et de la distribution de... Production, distribution de vidéos, mais... De voile, hein. De voile, ouais. Alors, sur la voile, compétition, croisière, des tutos, plein de choses, mais le modèle économique n'a pas été au rendez-vous. Donc, aujourd'hui, on doit avoir une quinzaine de chaînes encore qui tournent. Il y a encore du trafic, ça fait plus ou moins 1 million de vues par mois. Il y a un peu de revenus publicitaires, mais c'est peanuts, quoi. Enfin, quelques centaines d'euros qui tombent tous les mois. Donc la société est en sommeil, elle existe toujours, les chaînes existent, elles sont plus alimentées. Puis, voilà, mais c'était un beau projet. Et là, je travaille sur un autre projet de création de société, dans la météo cette fois-ci, parce que j'en ai jamais fait encore. Grid Circle, t'es pas cofondateur de Grid Circle ? Grid Circle, si je suis cofondateur, mais j'ai juste 2 petits pourcents de part dans Grid Circle. Donc Grid Circle, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la distribution de fichiers météo. Et donc c'est une société qui est basée en Belgique et qui fournit les fichiers météo à la plupart des coureurs aujourd'hui. Donc je suis l'un des cofondateurs de Grid Circle, mais c'est une initiative de Gérald Bibot, donc le fondateur, c'est vraiment lui qui a créé la société. Et là, je pense que mon métier de routeur va disparaître, en tout cas dans le monde de la croisière, parce que je travaille aussi pour des gens qui font de la croisière, un petit peu pour des plateformes pétrolières, aussi des mouvements de plateformes pétrolières, des opérations compliquées, quoi, quand c'est compliqué au niveau du routage. Et je pense que l'intelligence artificielle va prendre le pas, c'est-à-dire que l'ordinateur va devenir plus intelligent que l'humain sur des prises de décision, et surtout est capable d'analyser un grand nombre de paramètres, à la fois dans le temps et dans l'espace. Parce que dans le routage, on travaille dans le temps, donc on regarde ce qui se passe aujourd'hui, mais demain, après-demain, dans 3 jours. Et une plateforme qui se déplace à 3 nœuds, elle va pas pouvoir se déplacer très vite, donc ce qui se passe dans une semaine, ça va être important. Si y a un cyclone à Madagascar dans une semaine, il faut l'anticiper pour qu'elle trouve un abri. Et puis il va falloir regarder les orages, etc. Et puis dans l'espace, parce qu'elle va se déplacer aussi pendant ce temps-là. Et là, l'ordinateur va devenir plus intelligent, peut apprendre aussi, peut intégrer des observations qui arrivent en temps réel, etc. Donc je pense que l'intelligence artificielle en météorologie marine va devenir importante. C'est déjà très important dans le terrestre. Donc aujourd'hui, il y a des acteurs, des sociétés qui ont pris le marché de la météo terrestre, pour l'agriculture, par exemple, pour la montagne, etc. Mais en maritime, il y a encore avec des stratégies autour de l'intelligence artificielle, ouais, de l'apprentissage, machine learning, etc. Et donc je pense qu'en météo, ça va avoir de l'importance. Et donc j'ai un projet, donc j'essaye de mener à bien en ce moment là-dessus, quoi, sur ce sujet-là. Introduire de l'intelligence artificielle dans le routage météo. Dans le routage météo. En course, du coup. Alors en course un petit peu, mais c'est peut-être pas en course que ça sera le plus facile dans un premier temps. Mais déjà pour la croisière, on peut imaginer quelqu'un qui va traverser l'Atlantique, d'avoir un routage plus ou moins automatisé, puis d'avoir un certain nombre de règles, d'avoir appris sur d'autres traversées. Donc la course va amener beaucoup parce qu'on a des traces, on a des mesures qui sont précises, des bateaux qui sont assez bien calibrés. Donc la course peut amener beaucoup. Mais la décision est plus simple pour apprendre pour un bateau de croisière. Donc on va lui dire, si vous voulez éviter d'avoir plus de 25 nœuds de vent, il vaudrait mieux empanner aujourd'hui. Ça, on peut le faire assez rapidement, je pense. Alors après, sur la course, ça viendra aussi, mais c'est peut-être une deuxième étape.
Le tout automatisé, donc, hein. Le tout automatisé ou partiellement automatisé. Enfin, tout ça va se faire progressivement. Il n'est pas possible que les gens aient encore besoin d'être rassurés par une voix humaine qui lui confirme. Si, je vous confirme que l'intelligence artificielle a... Donc c'est probablement un mixte des deux dans un premier temps, mais c'est aussi pour faciliter. Et puis il y a une demande de la part des assureurs, de la part des propriétaires de bateaux qui aiment bien suivre leurs bateaux, donc ils veulent être rassurés aussi. Donc quelque chose d'automatisé, moins cher, peut répondre à certains besoins aussi. Ça sera ta combienième société ? Alors, je crois que c'est la 12e. On n'a pas fait les 12, hein ? Non, on n'a pas fait les 12. On en a fait la moitié. Alors, on va repartir une dernière fois sur l'eau. Donc, du coup, ta grande affaire ces dernières années n'a pas été de courir en course, mais de courir en croisière, mais des croisières assez engagées, puisque tu as tenté de faire le passage du Nord-Ouest. Est-ce que tu peux nous raconter Donc, c'est un projet qui est mené par ma fille. Et pour moi, c'est un rêve de tout petit, comme elle l'explique bien d'ailleurs. Enfin, tout petit. Quand j'avais 15 ans, donc en 77, 78, donc je naviguais avec mes parents sur ce bateau autour du monde. Et il y a un navigateur belge qui s'appelait, parce qu'il est décédé depuis, Willy de Ross, qui était le premier plaisancier à faire le passage du Nord-Ouest. Le passage du Nord-Ouest, on prend le détroit de Bering entre la Russie et l'Alaska. On tourne à droite. On fait le tour du Canada dans la banquise. Alaska et puis Canada. Voilà, on passe entre le Groenland et le Canada et on arrive dans l'océan Atlantique Nord. Voilà. Ou alors on le fait par l'autre côté, donc on arrive de métropole de France. Voilà. On remonte le long du Groenland ou de l'île de Baffin. Et puis on passe dans les petites îles au nord du Canada, au nord de l'Alaska, et on ressort par le détroit de Bering. Et à l'époque, on n'avait pas on n'avait que des radios BLU, comme pour les mini aujourd'hui. Et on avait sur les bateaux du Tour du Monde, on avait des postes radio amateurs parce que ça coûtait moins cher que les BLU marines. Et pour la plupart, on utilisait des indicatifs du Panama parce qu'on n'avait pas, les licences étaient plus simples à avoir au Panama. On n'avait pas besoin de passer des examens avec le code Morse, etc. Et donc ça commençait par Q et après je sais plus ce que c'était. Ça se terminait par Maritime Mobile pour les indicatifs de bateau. Et ce Belge-là racontait tous les soirs ou tous les 2 jours son périple, donc dans le passage du Nord-Ouest, puis après il est redescendu le long des Amériques, il a passé le Cap Horn, il a fait le tour des Amériques. Il racontait sur les ondes radio-amateurs son passage. Voilà, on va préciser, vous étiez dans le Pacifique ou dans l'Atlantique, mais vous l'entendiez alors qu'il était à des milliers de kilomètres. Voilà. Et on ne connaissait pas, on l'avait jamais vu. C'est la beauté des radio-amateurs. Et on rappellera que sur le tout premier Vendée Globe, une partie des communications avec la Terre se faisait de cette manière-là. Tout à fait. Notamment Philippe Gentot avait un réseau de radio-amateurs avec qui il discutait régulièrement. Et donc, tous les jours, c'était une fréquence différente, parce que si la fréquence était occupée, il fallait... Donc, tous les jours, il fallait scanner les fréquences, puis parfois, il venait pas, puis parfois, 1 heure plus tard. Et donc, moi, j'étais enfant, et ça m'a fait rêver, quoi. Ça m'a fait rêver des glaces. Après, j'ai lu ses livres. Et donc, depuis ce temps-là, j'ai toujours été passionné par les glaces. Donc, après, j'ai rencontré Vagabond, donc France Pinson-Dussel, et puis Eric Broussier. J'ai passé d'ailleurs, en 2007, j'ai été passer quelques jours, 2 semaines sur leur bateau pendant l'hivernage. J'ai rencontré Roland Jourdain qui, lui, venait de passer 15 jours sur le bateau. On s'est rencontrés sous les pales de l'hélicoptère. Il faisait moins 30 degrés. Et on n'avait pas le droit de rester parce que l'hélicoptère était pour pas risquer de passer à travers la banquise. En fait, il se pose pas vraiment sur la banquise. Donc la rotation s'est faite par hélicoptère. Donc on s'est dit... L'endroit le plus chic du monde pour se croiser, quoi. Ça va et toi ? Je savais pas qu'il était là, il savait pas que j'arrivais. Vagabond et France Pinson-Dussel, c'est des grands noms justement de l'Arctique. De l'Arctique, donc des navigateurs de l'Arctique. Une vingtaine d'hivernages et ils hivernent tous les ans là-bas. Et donc je les ai aidés un petit peu sur du suivi météo durant l'été quand ils naviguent. Et donc depuis 2005-2006, j'ai travaillé pour un certain nombre de projets, donc plutôt de la croisière, à part le record de Gauchwan. Et donc j'avais envie d'y aller. Et j'en avais toujours parlé à ma fille. Et il y a 3 ans, donc elle me dit, là, mes études, j'ai raté mon année, donc je redouble. J'ai pas beaucoup de cours l'année prochaine parce que j'ai que 2 UE à reprendre. Et donc j'ai envie de partir là-bas. Et donc est-ce que tu viendras avec moi ? Et donc du coup, elle a trouvé des sponsors et on est parti naviguer en Arctique avec un objectif qui était de faire le passage du Nord-Ouest à la voile, si possible sans escale, donc en record, quoi. Malheureusement en 2018. C'est pas passé. C'est-à-dire que la banquise Alors vous avez pris un bateau de croisière en plastique. On est parti sur un bateau de croisière, un Sunfast 37. Donc, je reviendrai sur le bateau, le choix du bateau, mais je pense que je repartirai sur le même type de bateau, j'en dis. Mais en 2018, c'est pas passé. Donc, en fait, la banquise fond, elle se morcelle. Le courant porte plutôt de la Russie vers le Canada, pour faire simple. Et donc, on a plein de morceaux de banquise qui viennent encombrer les chenaux entre les îles au nord du Canada. Donc autant ça se dégage depuis quelques années beaucoup au nord de la Russie,
En 2016, ça s'est bien dégagé dans le passage du Nord-Ouest, donc on s'est dit, maintenant, ça va fondre de plus en plus. Mais sauf que cette accélération de la fonte fait que finalement, ça a tendance à se boucher de plus en plus. 2017, c'était compliqué pour Yvan Bourgnon qui a essayé de faire déjà ce record sur le passage du Nord-Ouest. Malheureusement, il n'a pas réussi à le faire sans escale, mais il a fait quand même un beau projet très, très engagé. C'est en catamaran de sport. En catamaran de sport, sur un bateau de 20 pieds, donc très, très engagé dans ces jeux-là. Il a fait le tour du monde avec, donc c'était pas... Ouais, il faisait quand même plus chaud, ça. Et 2018, donc ça passe pas, donc on fait demi-tour, mais on passe quand même 60 jours au-delà du cercle polaire, et on a navigué que à la voile, donc c'était quand même l'objectif de naviguer à la voile. Et 2019, on y retourne, donc on a des problèmes d'énergie, on a d'autres soucis techniques, mais je pense qu'en 2019, on aurait du mal à passer à la voile. On aurait pu passer au moteur, mais ça s'est quand même que partiellement ouvert, donc il y avait toujours au moins 6 dixièmes de glace sur certaines parties, ça veut dire 60% de la surface occupée par la banquise, enfin recouverte de banquise. Et donc à la voile, c'est compliqué de naviguer au-delà de 2 à 3 dixièmes de glace. Au-delà de 20 à 30% de la surface de la mer recouverte avec de la banquise, sans moteur, ça devient dangereux et compliqué. Alors après, sur le choix du bateau, donc on peut partir avec des gros bateaux en acier, en aluminium, hyper costauds. Il faut savoir qu'il y a quand même un bateau en aluminium qui a coulé en 2018, qui a été pris entre deux plaques de banquise et qui a coulé. Enfin, le bateau s'est ouvert et puis il a coulé très rapidement. Donc c'est pas forcément la garantie non plus, un bateau en acier. Et quand on veut naviguer à la voile, on a besoin d'un bateau très manœuvrant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Donc il faut un bateau manœuvrant, et donc un bateau qui marche bien dans le petit temps. Et là, on revient quand même plutôt sur des bateaux en fibre de verre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, en fait. Il y a souvent pas beaucoup de vent, ouais. Et donc en 2020, on n'a pas pu y retourner. Le bateau est resté au Groenland. On l'a ramené la première année, mais la deuxième année, on a eu le malheur de le laisser au Groenland. Et en 2020, on n'a pas pu y retourner avec le Covid. Et donc l'objectif de Clara, donc de ma fille, c'est de vendre son bateau et de racheter un bateau plus performant, un peu plus grand, 40 pieds. Pas trop grand parce qu'il faut rester quand même manœuvrant, il faut que ça soit une mobilette, quoi, le bateau dans la glace. Hein. Quand il y a du brouillard, on voit une petite plaque de banquise à 50 mètres devant, il faut pousser la barre, il faut le faire, quoi. Faut se dérouter. Et donc un bateau un peu plus grand, un peu plus performant, qui puisse emmener un petit peu plus de matériel de rechange, de spare, etc. Et puis de repartir. Alors, soit sur le nord-ouest, soit sur le nord-est, on va voir. Donc, c'est pas les mêmes distances. C'est à peu près les mêmes distances, à peu près 3000 milles sur les deux passages. Et le passage du nord-ouest, entre guillemets, c'est pas qu'il est très fréquenté, mais il est assez célèbre, quoi. Ouais, il y a une dizaine de bateaux par an qui passent à peu près. Et le passage du nord-ouest, ça, il y a 310 bateaux à peu près qui sont passés sur le passage du nord-ouest, tout bateau confondu. Là-dessus, il y a à peu près 200 bateaux de plaisance, donc c'est pas beaucoup quand même. Hein. Donc si on prend, ça fait avec 4-5 personnes à chaque fois. Sur le bateau, il y a moins d'un millier de personnes qui sont passées quand même par le passage du Nord-Ouest, donc ça fait pas beaucoup, c'est un petit club. Et passage du Nord-Est, il y en a un peu moins en plaisance parce que administrativement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais par contre, c'est un passage qui est très fréquenté aujourd'hui par les cargos et par les bateaux de pêche, etc. Oui, et puis là, encore une fois, la route commerciale s'ouvre aujourd'hui. Ouais. Alors que la route du Nord-Ouest n'est pas vraiment une route commerciale. Non, il y a quelques cargos qui passent pour du ravitaillement, il y a quelques cargos qui sont passés pour faire des tentatives, il y a quelques paquebots de Ponant qui passent chaque année. Mais ils ont été un peu refroidis par l'année 2018 parce qu'ils ont 2 bateaux qui ont été coincés, qui n'ont pas pu passer. Il faut savoir qu'en 2018, même avec les brise-glaces, ça passait pas. Et donc, ils ont dû rapatrier tous les passagers au Groenland, amener le bateau par Panama pour récupérer les passagers, annuler certains voyages. Enfin, ça leur a coûté cher. Donc, aujourd'hui, le passage du Nord-Ouest, ils regardent d'un peu plus loin. En 2020, c'était interdit à cause du Covid. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et ça fait des souvenirs. Mais ça fait des souvenirs, ouais. Et alors, pour finir sur la voile, donc naviguer à la voile, pour nous, c'est important de naviguer purement à la voile, même si on n'a pas pu faire le record, pour apprendre, voir comment... Donc évidemment, sur la manœuvrabilité du bateau, il y a des choses importantes. On sait qu'on ne peut pas aller dans des zones où il y a une forte densité de glace. Maintenant, on arrive à les connaître à l'avance, donc c'est un choix à faire. Et puis, il y a des sens qu'on n'utilise pas beaucoup. Le l'ouïe, par exemple, c'est un sens qu'on n'utilise pas beaucoup en navigation. Un petit peu, mais pas tellement. Un peu en course, quoi. Les marins en course, connaissent les bruits de leur bateau, mais... Le bruit du bateau, mais pas de l'environnement. Non, quoi. pas de l'environnement. Et là, le bruit de la glace, c'est un bruit. Donc un iceberg, c'est pas le même bruit qu'une plaque de banquise. Donc dans le brouillard, quand on est à la voile, qu'il n'y a pas beaucoup de vent, il suffit qu'il y ait très très peu de houle ou qu'il fasse un iceberg qui fond, ça goutte. C'est même des torrents qui tombent dans l'eau. Mais une plaque de banquise, c'est un petit peu comme une plage de surf, quoi. C'est-à-dire que l'eau va venir... attaque la plaque de la base de la plaque, et donc il va y avoir un petit peu de résonance, etc. Donc
Voilà. En naviguant à la voile, on apprend à acquérir plein de sensations et qui sont passionnantes, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens depuis les baleiniers qui ont navigué exclusivement à la voile dans ces zones-là. On utilise beaucoup le moteur quand même. Donc l'objectif, c'est d'y retourner. D'y retourner de toute façon, et puis si possible d'arriver à établir un temps de référence sur un des deux parcours. Mais du coup, l'échéance, c'est quoi? Cet été, ça va être dur? 2022 plutôt. 2021, il y a trop de problèmes. C'est pas sûr que ça soit ouvert avec le Covid encore. Enfin, c'est même probable. Ce sera probablement fermé pour le passage du Nord-Ouest. Et pourquoi c'est fermé à cause du Covid alors qu'il n'y a pas de peu de gens? Pour protéger les populations locales. Ouais, parce qu'il n'y a pas de moyens, enfin, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de réanimation, il n'y a rien. Donc ils essaient de protéger les populations autochtones au maximum. D'accord. Donc plutôt 2022. 2022. Mais t'as pas un peu de travail toi, en 2022? Il n'y a pas une route du Rhum, où il n'y a pas des... Ouais, mais là, t'es prêt à lâcher ça pour... C'est août-septembre, hein, donc c'est 15 juillet, 15 septembre. Donc t'es de retour pour la route du Rhum, quoi. Pour la route du Rhum, comme en 2018, je suis rentré avant la route du Rhum. Tu feras les formations, les roadbooks route du Rhum avant et t'arriveras frais comme un gardon. Exactement. Bon. Eh ben, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Christian, de nous avoir raconté toutes ces histoires et ce long parcours très, très diversifié depuis la Coupe d'Amérique jusqu'au passage du Nord-Ouest. Si vous nous avez suivis jusque-là, merci à vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, je le redis à chaque fois, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est important pour le référencement. Vous pouvez nous envoyer des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. On répond à tout le monde. Merci beaucoup pour tous ceux qui en envoient. C'est toujours très instructif. Et puis, on se retrouve dans 15 jours avec un invité ou une invitée qui reste encore à choisir. Merci. Salut Christian. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de l'accastillage de Carver, partenaires de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. À bientôt!